Pourquoi j'ai pas eu le moment pour parler d'inceste? En plus, trigger warning, cet épisode ne parlera pas d'inceste. Hein. Mais ça enregistre là, ça y est. Oui, ça enregistre. Ah ouais, d'accord, vous êtes comme ça, d'accord. On est comme ça. Moi, j'ai un trigger warning qui n'a rien à voir pour une fois. Si vous avez une peur fondamentale des ballons sondes, vous savez, ces ballons qui permettent de voir la météo, tout ça, etc., ne regardez pas la série d'aujourd'hui. Je pense que c'est une peur très spécifique, comme celle qu'un canard vous observe quelque part à un moment donné, qui est une peur qui a été inventée par Gary Larson, l'anitadéaphobie. Voilà, petit moment culture. Je ne sais pas. L'anitadéaphobie, qui est la peur qu'un canard quelque part t'observe. Alors, alors, c'est très bizarre ce que tu viens de dire, Morgane, parce que j'ai eu l'impression d'être observé par des canards toute la semaine. Je sais pas pourquoi. Mais oui. Mais pareil, tant que c'était pas des ballons sondes, tout va bien. C'était des canards à l'intérieur. Non, mais moi, en fait, le ballon sonde, en plus, je l'ai appelé le chewing-gum géant. Donc, je vais peut-être juste reformuler ce que tu as dit. Et moi, j'aurais peur des chewing-gums géants, tu vois, parce que ça colle et tout, et ça te bouffe. Et c'est un peu plus flippant qu'un ballon sonde, qui peut être abattu par une fusée soviétique à tout moment, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Eh bien, on va voir du chewing-gum ou du ballon sonde, ce qui sera le plus effrayant dans cet avant-dernier épisode de la saison 1 de... On a tout vu. J'ai retenu la respiration, c'était un petit peu long. Ah. Est-ce que t'étais persuadé que le générique il disait on a tout vu? On a tout vu sur France Inter. 15h, 16h. Non, c'est pas les mêmes. Merci de nous écouter. Je suis, comme toujours, accompagné de mes incroyables co-animatrices. D'un côté, Agathe Mamet, Ménica Fulton. Retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux, vous connaissez l'adresse. Moi, c'est Niléane et juste Niléane. Et j'ai l'air trop nul à chaque fois à côté, tu vois. Vous dites vos blazes et vos CV. Ouais, bon, et Morgane, elle est réalisatrice, productrice. Oui, voilà, comme d'habitude. Oui, hollywoodienne. Et c'est l'épisode spécial qu'on... Mais oui, justement. On est arrivé à l'épisode que je voulais qu'on fasse depuis la création de ce podcast. En fait, j'ai créé tout ce podcast pour vous forcer à regarder Le Prisonnier. Parce que j'ai pas assez de gens qui veulent regarder cette série. Mais moi, je me suis bien amusé. C'était un très bon épisode, je trouve. Voilà. Je me suis amélioré depuis Stargate, tout va bien. Non, mais Stargate aussi était une bonne série. La vérité, c'est juste qu'on a été un peu critique dessus parce que ça a vieilli. Et Le Prisonnier, je pense qu'on va être un peu pareil parce que c'est pas une série toute neuve. C'était très drôle de s'en moquer. Et donc c'était bien en soi. Quoi qu'il en soit, Le Prisonnier dont on va parler aujourd'hui est considéré par beaucoup comme l'une des séries emblématiques du monde de la série télé. C'est une série qui a été la première à faire ce qu'on appelle une mini-série, puisqu'elle ne dure que 17 épisodes en une seule saison dans les années 60, puisqu'on est en 67 quand elle sort sur 17 semaines. Non, il y a 12 chapitres, non? C'est pas ça? En fait, c'est parce que ils se sont dit qu'ils allaient faire une demi-saison de 12 épisodes. Et donc, du coup, ils ont commencé par 12 chapitres, 12 épisodes. Et voyant le succès grandir, ils se sont dit vite, faut qu'on trouve une fin. Et comme ils n'avaient pas l'idée de continuer, ils ont fait que 5 épisodes de suite. Et comme il n'y a pas eu de break dans la diffusion, ça a fait une mini-série de 17 épisodes diffusée sur 17 semaines. Voilà. D'accord. Pour la petite histoire. Mais surtout, c'est une série qui a, comme on l'a tout vu, complètement changé le paysage audiovisuel à cette époque, notamment en introduisant une fin qui est extrêmement particulière. Et j'ai beau en parler, vous ne l'avez pas vue, donc... C'est un truc de fou parce que cette série... Quand tu la regardes, en fait, toutes les 3 secondes, tu fais « mais attends, mais j'ai déjà vu ce truc quelque part dans une série des années 2000 ». Et en fait, le nombre de rêves où je fais « mais attends, mais en fait, c'est ça, en fait ». Vous allez voir, on va en parler. Mais en fait, Morgane, dis-nous, est-ce que cette série est l'origine de toutes les séries de complotisme, en fait, qui se passent ensuite, en fait, de toutes les séries... Tu vois, enfin, c'est pas Koh-Lanta, quoi, cette fois-ci. On est sur autre chose. Je pense qu'effectivement, on doit énormément de choses aux prisonniers. Et même au-delà, et je pense qu'on va en parler, il y a des films qui s'en sont clairement inspirés. Aujourd'hui encore, on a l'héritage de ce genre d'écriture qui est de prendre un plot très simple, une base de plot très simple, et ensuite d'en tirer pour dire énormément de choses. Et en fait... Je me demande, du coup, tu nous as répondu, mais ils savaient pas où ils allaient, quoi, avec cette série quand ils ont commencé. Au début, ils avaient les premiers épisodes,
C'est ça, et ensuite ils ont fait qu'est-ce qu'on peut faire après derrière? Et c'est un peu ce qu'a fait J.J. Abrams. Est-ce qu'ils savaient vraiment pas? Non, ça a l'air super bien ficelé, moi j'ai l'impression. Bah, en fait, il y a l'acteur principal qui est Patrick McGoohan, qui est aussi le créateur de la série. En fait, il a joué pendant 5 saisons, si je dis pas de bêtises, un agent secret dans une série qui s'appelle Agent secret. Parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'imagination sur les titres à l'époque. Et surtout, il n'y avait pas assez de contenu pour qu'on dise « Ah bah vous l'avez piqué ». Aujourd'hui, ça aurait été un petit peu plus difficile d'appeler un truc juste Agent secret. Et il avait envie, je pense, de faire quelque chose d'un petit peu plus philosophique, métaphysique, et je pense qu'on est justement sur l'accomplissement de ça. Alors, ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient. Ils n'avaient pas forcément d'idées. On va en discuter dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais on sent dès le départ qu'il y a une certaine envie. Moi, ça m'a fait un petit peu penser, en vrai, à Matrix. Oh, waouh! Alors, c'est vraiment pas du tout la référence que j'avais. Mais ok, pourquoi Matrix? Ah oui, parce que le complot. Matrix, parce qu'il y a aussi cette histoire d'être dans un monde qui n'est pas le vrai monde, Oui, c'est ça. où tout le monde joue un rôle, où tout le monde, on donne une espèce d'étiquette, Ouais. et le prisonnier le fait très bien. Mais moi, à quoi j'ai pensé au Truman Show direct, en fait. Attendez, c'est le moment où on name drop toutes les infos. C'est ça, en fait. toutes nos références. Alors du coup, moi j'ai vu ça la semaine dernière, c'était super cool. La semaine dernière, j'ai vu un super film avec une nana avec des lunettes hyper bizarres, bleues hyper bizarres, c'était chelou. Mais bref. J'ai absolument pas la ref. Attends, mais ça me dit quelque chose. Ouais. Non, ça vaut rien? Non, c'est pas grave. Non. Si. Je vous propose qu'on plonge dans notre nouveau segment qui est de vous demander à vous deux quel est le Previously On. Nous avons donc vu le premier épisode du Prisonnier, Arrival, l'arrivée. Ça, c'est Denis Villeneuve, hein. Tant qu'à faire les refs. Est-ce que vous pourriez me dire ce qui se passe avant cet épisode? Bah, moi, je pense, si ça voit que j'y aille, moi, je pense que c'est un mec qui s'appelle James Bond et qui est au service de la royauté, parce qu'au Royaume-Uni, il y a un roi, en fait. Enfin, non, il y avait une reine. Non, une reine à l'époque, ouais. Et du coup, il y a le MI6 qui a des agents secrets partout. Et du coup, lui, il est agent secret, sauf que c'est un bad guy, tu vois. C'est vraiment typical James Bond, mais early stages de James Bond où il commence à être bad guy et il commence à prendre son indépendance et il se décide, bon, ça suffit, je me barre. Oui, parce qu'en fait, il faut l'expliquer. Parce qu'en fait, pour l'instant, vous n'avez rien raconté de cette série. Tout ce que vous savez, c'est qu'il s'appelle Le Prisonnier, que The Truman Show a suite été inspiré par ce film-là. Mais il y a une scène d'intro qui est hyper chouette. En fait, c'est un Previously On, justement, de l'épisode 0 qu'on ne verra jamais, ou peut-être qu'on verra plus tard dans la saison 5 en mode si on tournait l'épisode 0 à un moment, peut-être qu'ils vont faire ça, je sais pas. Mais nous, ce qu'on voit en tout cas, c'est une sorte de Previously On où en fait, t'as des scènes qui passent les unes après les autres de manière hyper vite. Tu vois juste vraiment 3 secondes de chaque scène où tu vois ce mec qui va récupérer, dans une voiture, qui va dans un parking et puis tu as une porte cachée. Il va donner une lettre à genre un mec qui ressemble à un méchant de James Bond et il repart en mode ça y est, j'ai terminé. Et il se fait passer pour mort. C'est ça qui, en fait, on voit dans ce Previously On. Il a une voiture incroyable, monoplace jaune. Oui. Une sorte de Batmobile. C'est une voiture de Oui-Oui d'un univers parallèle, en fait. Oui-Oui est jaune. Donc voilà. En fait, ce qui est génial en plus dans cette intro, c'est qu'il y a des symbolismes à chaque plan. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans cette intro en termes de symbolisme? Moi, j'ai juste remarqué, c'est monté très vite. On a à peine... J'ai fait pause sur des plans pour voir ce qui se passe, parce que sinon, je comprenais pas. J'allais laissé aller trop vite. Alors, ce qui est cool, c'est que cette intro va devenir le générique de début de chacun des épisodes. Donc, on va vous le rappeler à chaque fois, cette espèce de Previously On, de ce qui a pu se passer avant la série, en fait, puisqu'effectivement, comme on le dit, la série commence
après ce moment de démission. Ce qu'on comprend dans cette scène, c'est qu'il démissionne de quelque chose, a priori d'assez secret, l'univers, la façon dont c'est fait est assez... le décor, on parle de MI6, de James Bond, on est vraiment dans ce genre d'esthétique-là. Puis il y a la musique qui fait très... qu'on associe au vieux Hitchcock aussi. Et... Clairement. Ouais, je suis assez d'accord. Mais il y a une petite couche supplémentaire que moi j'aime beaucoup, qui est justement, je parlais de symbolique, la voiture. En fait, ce qui est intéressant avec sa voiture, c'est qu'elle est très très basse. Et elle est tellement basse qu'elle passe sous la barrière du parking, par exemple. Il prend quand même son ticket pour rentrer, mais on voit que ça sert à rien en fait, parce qu'il est déjà anticonformiste. Et quand il va dans le fameux bureau sous une porte dérobée, sur la porte, il y a marqué « Way out », sortie. Et il s'en sert pour rentrer, pour aller me donner sa démission. Donc on a plein de petites choses comme ça, et on arrive à une présence menaçante à l'écran, littéralement. Ça me fait tellement penser à Bambi. Oui. On est d'accord, ok, j'ai la bonne ref. Pourquoi Bambi? Parce que dans Bambi, en fait, c'est un truc qu'on apprend, je crois, aux réalisateurs. On leur montre la scène où la mère de Bambi se fait tuer. Et en fait, à chaque... c'est sous plusieurs scènes. Et progressivement, on voit d'abord la mère de Bambi et de l'autre côté, sur une autre scène, un chasseur. Et puis, les allers-retours entre les deux personnages vont se faire de plus en plus vite. Et à un moment, ils vont arriver dans le même plan. Donc, tu vas voir juste les pieds de la maman de Bambi sortir du plan et les pieds du chasseur rentrer dans l'autre plan. Et à un moment, tu vas les voir en même temps. Et en fait, au fur et à mesure, ils se rapprochent jusqu'à ce qu'ils tirent. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe aussi dans cette intro. C'est-à-dire que progressivement, tu vois la menace qui est cette Batmobile. qui est plus qu'une Batmobile, parce que c'est un corbillard. En fait, on a littéralement un corbillard qui le suit. Il y a même un plan à un moment donné du corbillard, donc de la place du mort, où on voit la route et on voit la petite voiture jaune qui est derrière et qui est du coup surcadrée par le truc. Et donc, on a cette présence mortelle qui est signifiée à l'écran vraiment par l'idée de la mort vient le chercher. Ah oui, c'est vraiment genre le mec avec sa faux, quoi. C'est ça. En vrai, ok. Est-ce que vous avez remarqué ce qu'il y a écrit sur la plaque d'immatriculation de la monoplace jaune de Oui Oui? Ah non. Je l'ai vu et je me suis dit quelqu'un va le noter, donc je vais pas le noter moi. Ah oui. Alors, je l'ai noté et je n'ai absolument aucune idée de si c'est important. C'est écrit Karl avec un K, 20 C. Donc, je me dis, Karl Marx, 20 cm3, c'est le moteur. La taille de la Russie. Voilà, donc, auditeur, auditrice, inventez une signification à cette plaque d'immatriculation, je vous en prie. Mais Nika, tu parlais tout à l'heure justement de l'inspiration des séries de complotisme. On pense forcément à X-Files. Je vous interromps dans votre conversation gros cerveau. Moi, je parle de trucs avec plaque d'immatriculation. J'allais faire un lien avec ce que tu viens de dire. Pardon, je m'énerve, je snap. Pardon. J'essaye d'inclure tout le monde dans cette conversation. Nika parlait justement des séries qui s'en sont inspirées, et on pense à X-Files notamment. Et ce que fait Néléane, c'est exactement ça, c'est-à-dire d'aller chercher les petits détails, d'aller chercher, etc. C'est une culture qui a été apprise dans les années 80-90, des petits indices qui sont disséminés partout. Et cette série, Le Prisonnier, qui est sortie à une époque où on ne pouvait pas enregistrer ce qu'on voyait à la télé, etc., n'a vraiment, explosé déjà au moment où c'est sorti, mais a eu un espèce de suivi de gens à travers les âges, parce qu'il y a une espèce d'obsession autour de chaque plan, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on va trouver, etc. T'as dit quand est-ce que c'est sorti ou pas? 67. Oui, normalement je l'ai dit. Parce que j'ai fait mes devoirs. C'est vrai que j'ai vu un film cette semaine aussi où il y avait des plans hyper fixes tout le temps. Je crois Est-ce que c'est le même avec les lunettes bleues? Ah oui, non, mais c'est le même, mais je crois que j'ai vraiment vu le même. Et puis en plus, il y a des moments où on voit les choses de très 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 près. Mais les canards du début de l'épisode. Et il y a des canards partout. C'est insupportable. Mais oui, insupportable. C'est ce film. Oui. J'ai l'impression d'être exclu complètement de cette conversation. Bah écoute, regarde des films, culture-toi. Oui, c'est ça, putain.
au lieu d'en faire. Mais oui, Regarde t'en des fais films trop un des petit films peu. en fait. À la C'est fin, ça. du coup, tu te souviens plus. Mais vous savez, en plus, parce que ça me fait penser à ça. Pardon, on déraille, Morgane. Mais désolé. c'est fait pour. Ouais, ça me fait penser à ça. Moi, vous savez, quand j'ai fait des études, j'étais fasciné par les langues. Et du coup, c'est comme ça que j'ai choisi ma première licence en études supérieures. J'ai fait une licence de suédois. Que j'ai pas terminé, hein. C'est très mal passé et tout. Du Et coup, j'étais vraiment... on a tout vu en suédois, ça donne quoi? Je sais pas. Je vais pas tenter. J'allais garder Oui, un j'ai truc, vu ça, faut mais pas, non. faut pas. Véridique, mais véridique, Milan avait du Ah, véridique, j'ai fait une licence Non, 1 de mais- suédois que j'ai c'est- laissé tomber. Vad talar du för språk? Jag Oh, talar inte ok. svenska. On vient de dropper du Nilian lore. Tout ça pour dire... On se rapproche de l'axe, hein, je veux pas dire, mais continue. Oula, d'accord, très bien. Tout ça pour dire que moi je kiffais les pays nordiques et toute la culture qui les entoure, machin. Et pourquoi je pensais à ça? Oui, parce que le film que ça me revient pas, mais le film qu'Agathe a vu. C'est pas loin de la Finlande. Tu sais, là où il y a Nightwish et tout. Mais c'est ça, c'est dans le nord et tout. Il y a plein de gens qui parlent des langues nordiques et ça m'a trop fait penser à ça. Et en plus, tu vois, quand j'étais jeune, à un moment, j'ai même eu une phase où j'avais envie d'étudier à l'université de Jyväskylä. Tu vois, c'est genre Waouh. loin dans le nord, où il y a 3 heures de jour en hiver. Moi, je peux raccrocher les wagons et dire que il y a Nightwish dans mon documentaire sur Picsou, voilà. Mais c'est ça le film qu'on a vu. Ah, mais oui, C'est ça. Mais oui. Ah oui. Mais oui, putain, merci Morgane. Attends, mais la meuf avec les lunettes bleues. Mais oui, c'était toi, Morgane. C'est toi, putain. Ah, mais d'accord. 100% c'est elle. Mais d'accord. Tu vois, j'étais pas sûr. Oui, et il y a full finlandais et tout. Mais oui. Et c'est pour ça, il y a une zouze, elle est à côté d'un canard, elle est en Le Finlande. Mais oui, c'est ça, c'est le film Tout de se Morgane. connecte, tout se connecte. Mais oui. J'avais pas compris. Ah, c'était sûr. Et en plus, il y a Angry Birds et tout. C'est n'importe quoi, ça mélange tout ce film. Hein. Ok, ça va beaucoup mieux. Maintenant, Oui. j'ai le nom. C'est quoi le nom de ton film, Morgane? C'est quoi déjà? J'ai l'impression d'être dans un anniversaire surprise, tu sais. Le rouge, Oh, Dieu. le mystère rouge, Le- un truc comme ça. The Scrooge Mystery qui est disponible sur Apple TV si vous voulez. Ah oui, voilà, ouais. Avec des canards. Mais oui, il y a beaucoup de canards qui nous regardent beaucoup hein, dans le. Je suis trop marre. Hein, dans je suis le trop marre. Non, mais voilà, c'est ça le problème avec les films qui sont réalisés par les mêmes personnes qui jouent dedans. Tu vois, dans. Ouais, c'est comme le prisonnier. Je sais plus si je parle de The Scrooge Mystery ou si je parle du pilote de The Prisoner. Mais oui, les personnes se rajoutent dedans et après transitionnent. Enfin, ça n'a aucun sens. On est d'accord que Le Prisonnier, c'est une série sur la transition. Ah bah ça, j'avoue, je vois pas encore. Mais Si, parce qu'il a un dead name, Patrick. oui, Ah oui. oui, c'est vrai, on a eu cette info. Moi, je l'ai noté Patrick, hein, parce que en fait, c'est. Moi, je l'appelle James tout le long, désolé. Mais... Donc, un point en moins. Tu sais, parce qu'elle parlait d'un film, ça me revenait pas. Non, mais je vois tout à fait. Je vais être incapable de continuer. Et donc, en fait, il se retrouve, donc il rentre chez lui maintenant qu'il a resign. Ce qui est toujours le générique. Hein. Oui, On est ça, toujours sur le générique. Je vois pas comment ça fait un quart d'heure les mecs. Ça fait 20 minutes. Et donc, il prend une valise et il met ses affaires à l'intérieur et notamment, il met des brochures d'un. Non, c'est pas une brochure, c'est des photos d'îles paradisiaques. Qui a fait ça? Qui un jour s'est décidé d'imprimer avec son imprimante Canon en 3 Mais oui, couleurs de ouf. une photo d'une île déserte et faire c'est là que je vais aller, mais des fois que je m'en souviendrai pas, je vais quand même le mettre dans ma valise. Surtout les imprimantes des années 60, mon Dieu. Là, il se fait gazer. On voit du gaz qui. Non, mais c'est vrai. Il y a les CRS. Macron d'émission. Macron d'émission. C'est ce genre d'émission, zone interdite. Il se fait gazer par la petite serrure de sa porte. C'est la mort qui vient le chercher qui le gaze. Ah, mais oui, d'accord, c'est de ça que vous parlez. Vraiment, je vannais et tout, mais je voyais pas de quoi vous parlez. Oui, c'est vrai. Okay. Et il s'endort et se réveille dans un lit. Et il est arrivé. Où est-ce qu'il est arrivé? Eh ben, DuckTales. Il n'arrive pas à DuckTales. Pardon. Attends, il y a peut-être une chance que j'ai noté le nom du bail. Your Village, c'est ça? Le village, exactement. Il arrive au village. Ton village. Voilà. Ton village. Ton village. Donc, personne qui écoute, voilà. Patrick est chez toi. C'est vraiment ton écrit village. Your Village, on est d'accord. Ouais. Il est temps de vous raconter ma théorie. Moi, je pense qu'il n'a jamais quitté sa chambre.
et il a été digitalisé dans un jeu vidéo. Ouh! Ah oui, donc Ah Matrix, oui. tu vois, c'est bien ce que bien ce que je disais. On est dans la matrice. Alors, je vais vous donner mes arguments pour ça. Alors, attends, je te jure, si jamais c'est ça le plot de la fin de la saison 5, je te jure, c'est la putain de masterclass. Dans un jeu vidéo spécifiquement. Années 60, hein, jeu vidéo, t'es sûr? La ville est vide et il y a que des PNJ qui font rien, en fait, qui font juste, Oui. qui font leur bail. Et par contre, donc en gros, l'épisode va se dérouler entièrement dans cette ville. Et on va visiter des coins de la ville au fur et à mesure et tout. Et ça va être hyper chouette. Et à un moment, tu fais oh mon dieu, ça va être trop bien. Vous allez voir. C'est un teaser de la suite de l'épisode. Mais en fait, chaque personnage est un PNJ en fait, a un rôle et tout, comme si jamais j'étais en train de jouer à Final Fantasy 2 quoi. Voilà, c'est ma théorie. On y reviendra et vous allez voir à quel point c'est Ok, cohérent. ok, très bien, ça me Ok, va. ok. Mais moi, c'est là que tu dis justement, chaque personnage a un rôle et tout, machin, un rôle non-joueur. Et bah, c'est là que j'ai pensé au Truman Show. Parce qu'on dirait vraiment le début de Truman Show, où tous les gens sont des acteurs, chaque commerçant est un acteur et tout. Et après, j'ai l'impression qu'on se rend compte que en fait, du coup, les personnages, ce sont tous des vrais gens qui sont tous emprisonnés aussi, je sais pas, d'une certaine manière. Mais au début, j'avais l'impression que c'était des PNJ qui faisaient partie du Je truc. pense qu'il faut revenir à la narration de manière un peu chronologique parce que sinon les gens vont Oui. pas capter. Oui, oui. Donc il se réveille dans cette pièce, Dans la chambre. dans cette chambre, et donc il sort de la chambre. Et c'est une belle ville, alors qui ressemble un petit peu au tropique. Paradisiaque. C'est pas exactement ça, il n'y a pas de palmiers, mais c'est une belle ville très verte, très chatoyante. On dirait presque la comté dans Le Seigneur des Anneaux, le truc. C'est vrai, il y a un petit... Ouais, Non, mais ouais. c'est vrai. Avec une plage au bout. Et il n'y a personne, en fait. Pour l'instant, tout est vide. Alors, du coup, il se balade. Et en fait, je me suis dit, on est dans Je suis une légende, mais avec Christian Clavier. Quoi? C'est quoi Je suis une légende? C'est le film avec, je vais dire Sam Smith. Will Smith. Avec Will Smith. Qui d'ailleurs est une adaptation d'un film des années 60 qui s'appelait The Omega Man avec Charlton Heston. Qui est un mec tout seul, sans personne, sans rien. Il y a une épidémie Rick de et Ramsey, zombies. ouais, Et, bien sûr. et voilà. Et donc, il voit un mec tout en haut d'un clocher. Alors là, c'était vraiment comme dans Zelda Breath of the C'est pas une Wild. femme Et- sur le clocher? T'as dit quoi? C'est une dame sur le clocher? J'ai pas bien Ouais, vu. j'ai l'impression qu'il voit une dame en haut du Parce que clocher. j'ai vu cet épisode dans le métro, en fait. Donc, Ok. Le respect est trop mort. petit. Moi, je l'ai vu chez les voisins. En fait, mon voisin regardait l'émission et j'ai vis-à-vis, en fait. Et donc, voilà. Vous avez bon. pas les sous-titres, alors du coup, j'ai rien compris. Ah, Ouais, bon, c'était chaud. C'était chaud. Je vous envoie le Citizen Kane des séries télé. Tu regardes ça dans le métro. Ok. On a regardé le Mystère Rouge, hein, la passe. Non. Et donc, mais en fait, il arrive quand même à avoir une vue globale de la ville, et donc il se dit, il faut qu'il se débrouille pour rentrer chez lui. Là, je me suis dit, j'ai vu cet épisode de McFly et Carlito. À un moment, ils sont tous les deux à poil dans une forêt, ils doivent rentrer chez eux. Je ne regarde pas McFly et Carlito. Je connais une émission super cringe qui s'appelle Nu et culotté. C'est pareil. Où c'est deux mecs qui se retrouvent nus à un endroit dans le monde, mais littéralement à poil. Ah, ben Et, voilà, c'est pareil. et ils doivent trouver moyen de s'habiller au fur et à mesure de l'émission, en allant rencontrer les gens, en leur demandant des vêtements et en leur demandant refuge, etc. Il appelle le téléphone et il fait, est-ce que je peux appeler? La meuf du téléphone lui fait, est-ce que tu as un numéro de téléphone? Et j'ai pas compris. Ah, mais si, le numéro! Mais oui, on lui demande quel est ton numéro. Quel est ton numéro? Ah, mais d'accord! Parce qu'en fait, mais j'avais on pas compris est- non plus. bah oui, bah à ce moment-là, on peut pas le savoir. Parce que tout le monde a un numéro dans le monde du prisonnier. De 1 à on ne sait pas combien. D'ailleurs, j'avais une question. Si vous étiez enfermé dans ce village, quel serait votre numéro? Ça n'a aucun sens ta Oui. question. Et toi, Morgane, c'est Eh quoi ton oui. numéro? Bah, moi, ce C'est- serait 22 parce que j'aime beaucoup le numéro 22 et que j'ai une secte avec le numéro 07 22. Voilà. 82 95. Eh ben, je vais dire, et c'est clairement pas, je ne dis pas ça parce que tu as dit 22, parce que j'ai l'impression qu'on va te dire que je suis une copieuse. Mais je vais dire 21. Parce Oh, que je me souviens que je savais pas faire mes tables de multiplication à l'époque quand j'étais gamine. Il n'y avait qu'une seule que je retenais, la table 7. C'était 3 x 7. Ça fait 21. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé en faisant les recherches sur la série une pub qu'a fait Renault dans le prisonnier où en fait ils disent regardez il y a cette nouvelle Renault qui est incroyable et en fait c'est la Renault 21 et donc la personne a le badge numéro 21 et se retrouve à s'enfuir grâce à la Renault 21. J'ai la voiture. J'ai la voiture, trop bien. Voilà. Mais la pub, elle est contemporaine de la sortie de la série ou c'est une pub Je pense d'après quelques années plus tard. Ok.
Ah oui, donc une ref en mode, c'est Mhm. tellement un phénomène populaire qu'on va pouvoir genre faire une ref en juste mettant un numéro sur quelqu'un, tout le monde va comprendre que c'est le prisonnier, c'est ça en gros? Exactement, exactement. Ah L'impact du ouais. prisonnier, on est à peu près sur le même délire que Doctor Who ou Lost aujourd'hui, pour vous donner une idée. On est vraiment sur quelque chose de culturel, à tel point que quand le final est sorti, il y a des gens qui sont allés chercher l'acteur principal qui avait écrit du coup les deux derniers épisodes pour aller le taper. Donc il a dû s'enfuir en hélicoptère pour la petite histoire. Comme dans le pilote. Exactement, c'est fou, hein. Oh mon Dieu. La réalité dépasse la fiction, ou Mhm. rejoint la fiction, je ne sais pas. Il tombe sur un taxi. Non mais attends, du coup, juste avant le taxi, le téléphone qu'il utilise, moi j'ai noté très important qu'il a une forme de L majuscule. Et c'est pas anodin, parce que... Alors, bah oui, non, ok. Il a une forme de N majuscule, et c'est pas anodin, non, parce qu'en fait, il y a une esthétique globale qui commence à se montrer, pointer. à pointer un petit peu. Et moi, j'adore, je vais vous parler d'esthétique beaucoup. Et ce téléphone en L majuscule, il m'a marqué dès le début. Je me dis, oula, c'est trop bizarre, ce téléphone. Alors évidemment, il y avait des téléphones qui avaient cette forme, genre des gros téléphones, machin, avec le combiné qui vient devant ta bouche, à angle droit. Mais là, quand même, il a une esthétique assez anguleuse, assez marrante. Et Ouais, on commence effectivement à avoir des petits moments de on n'est pas, enfin il y a un petit côté futuriste, j'ai envie de dire, ouais. dans le sens où déjà on l'a pas dit, mais quand il sort de chez lui, la porte fait un bruit, une espèce de zzz, Oui. très automatique. On est presque dans du Star Trek sur certaines choses, mais dans un environnement très champêtre, très classique, très machin. Vas-y, je te laisse reprendre sur le taxi. Il y a une taxi woman en béret, en marinière rouge. Tout le monde a un peu des marinières, des trucs. Ouais. C'est très coloré, c'est très. On dirait qu'ils sont tous bretons en fait. Oui. Ouais, En fait, quand c'est tu vois ça. en plus quand tu vois la ville qui est un petit peu une colline et tout et qui est entourée de sable, t'as l'impression d'être comment s'appelle cette ville qui a un château? Saint-Malo. La fameuse ville de Bretagne, Granville, où il y a le Mont Saint-Michel. T'as Oui, l'impression d'être au Mont Saint-Michel. qui est en Bretagne, je le rappelle. Oui, d'accord. Donc, ça colle avec les Bretons. Et donc le taxi arrive et lui dit, bah en fait, je t'emmène mais sur 200 mètres. C'est ça. Oui, il lui dit emmène-moi le plus loin possible. Et elle lui répond. Non, qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle lui répond, dit... le voyage rapide n'est disponible qu'au sein de la zone de tutoriel. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Elle lui dit local only. C'est que voilà, moi je fais que du transport local. Je suis pas SNCF non plus. On lui dit aussi qu'il n'y a pas de police dans ce village, qu'ils en ont pas besoin. Donc là, je me dis putain, en fait, c'est un village de gauchos, très bien, on aime beaucoup. Et elle lâche un autre indice qui nous titille. Elle dit à la fin, quand ils arrivent du coup à destination, parce qu'elle conduit, elle lui dit bah le prix ça coûte 2 unités. Oui. Donc vraiment une unité in game. Qu'il n'a Pièce pas. d'or. Voilà, 3 elle lui, PO. voilà. Et elle lui dit c'est pas grave, vous me paierez la prochaine fois. Alors c'est là où je me suis dit qu'il y a un truc qui clochait. Est-ce qu'un taxi qui te dit tu paieras la prochaine fois, C'est chelou. t'es pas dans la Ça c'est parce que réalité, t'es en fait. parisienne. La Réunion, tranquille. Surtout qu'en plus, elle lui parle en français quand elle arrive. Oui, c'est vrai. Elle lui demande en français. Où désirez-vous aller? Et du coup, il est en mode, mais pourquoi vous me parlez en français? Donc, il y a un petit côté international dans ce village qui commence à pointer du bout de son nez. Mais d'ailleurs, dans The Scrooge Mystery, quand Morgane parle anglais, elle fait des fautes d'anglais. Et c'est trop marrant parce qu'elle a maturé là-dessus. Tu vois, maintenant, elle fait aucune faute d'anglais. Tu vois. Il y a une progress story. Voilà, j'aime bien. Moi je trouve qu'elle avait un bon accent anglais. Alors peut-être que j'ai mais du grave. mal, mais en vrai. Non, c'était des fautes de grammaire, bon, mineures. Hein, Et j'avoue que c'est assez ouf de l'avoir discuté avec un illustrateur genre mondialement connu, quoi. C'est quand même un truc de fou, quoi. C'est ça arrive. En anglais. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, je préfère vous je n'étais absolument pas au courant qu'on avait parlé de mon film pendant Non, c'est juste que ça me fait penser. On en parle pas, oui, mais je comprends, forcément. Et là, il y a un panneau Oui. où il y a écrit, je sais plus ce qu'il y a écrit dessus, Tea Coffee ou un truc comme ça. Non, c'est un autre, ça. En fait, il y a pas mal de panneaux qui indiquent un peu partout, un peu tout. En fait, c'est à l'excès, c'est-à-dire que vraiment, on se serveur rend compte Minecraft que avec des amis. c'est un peu ça. Tout est très labellisé. On sent qu'on est dans un univers où on aime bien étiqueter les choses.
Mhm. Et d'accord. Et alors, tu nous parlais de la typo en disant Agathe, elle va avoir un truc à dire sur la typo. Et j'étais un peu embêté en voyant la typo en mode mais en fait, pourquoi vous voulez que je parle de la typo? Et ça m'est venu, j'ai compris. En fait, c'est la typo de On a tout vu, en gros. Elle est vachement proche. C'est vrai qu'il y a un faux air, j'avais pas J'ai vu capté, ça moi. comme Et ça. j'ai ma théorie du coup. Alors, je suis désolé. En fait, c'est même pas Vas-y, une vas-y. théorie. En fait, je vous l'annonce. Oui, Tout était prévu. depuis Et le début. du coup, l'affiche, le poster de On a tout vu, c'est dans les décors de Friends du premier épisode et avec la typo du prisonnier qui est le dernier épisode. Incroyable. Donc, Incroyable, bravo, mic drop, mic drop. cette pochette d'album du podcast concerne à la fois le premier et le dernier épisode de la saison 1. Voilà. N'est-ce pas Et incroyable? donc le podcast s'arrête maintenant. Voilà, bon, bah salut tout le monde. C'est la fin. Bon, évidemment, Agathe connaît le nom de la police et sa variante, mais abonnez-vous au Patreon, ce sera dans les infos. Elle Voilà, s'appelle numéro exactement. 0, la police. Oh, interesting. Une fois que le trajet en taxi s'arrête, il se retrouve dans une petite boutique où le mec parle en italien. J'avais pas capté qu'il parlait des langues différentes. Mais c'est Il parce qu'il y avait finit- le son du métro derrière. Mais il a juste des... Il lâchait juste des... Oui, elle entendait les voix du métro multilangue, bien sûr. Là, j'étais à Belleville. Alors, j'ai entendu qu'il était à Belleville. Et du coup, il était dans le magasin, donc j'ai pas compris. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug. Mais du coup, là, c'est là où qui demande une carte à un commerçant. Exactement. Et Oui. il lui demande la Et carte. oui, et là, c'est très difficile d'avoir une carte. D'avoir une bonne carte. C'est hyper Donjon de Zelda, en fait, d'aller dans un magasin, trouver la carte et tout, cachée. Et c'est une carte où il y a écrit juste, il y a des montagnes, en fait, dessus. Toutes les montagnes sont labellisées montagne. Montagne. Chez vous, il y a écrit la maison du vieil homme. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'avoue, c'est vrai. Et là, en deux formats, en format noir et blanc et en format couleur. Et c'est la même carte. Il y en a juste une en noir et blanc et une en couleur. Du coup, il est un peu exaspéré. Il décide de partir et le mec qui tient l'échoppe lui dit une phrase qu'on entendra beaucoup dans cette série et qui deviendra une espèce de trademark qui est Be seeing you. Be seeing you à la revoyure. Alors en soi, c'est pas une phrase très particulière, mais elle indique quelque chose. Tout le monde l'a dit. Il y a une espèce de conformisme dans cette société où tout le monde dit tout le temps Be seeing you. Et deuxièmement, il y a cette idée que le village est tellement petit, tellement fermé, que de toute façon, vous allez vous recroiser quoi qu'il arrive. Et ça vient faire écho à la personne qui était dans le taxi qui lui disait, mais de toute façon, on se reverra et vous me paierez à ce moment-là. Mais Morgane, comment on en vient à rencontrer un illustrateur hyper célèbre comme ça? Un jour, j'ai démissionné. Genre, comment C'est un truc de malade. on m'a enlevé de force au Kentucky. Et du coup, je m'ennuyais un peu. J'ai pris une caméra et j'ai essayé de filmer les gens là-bas. Il y en avait un, il dessinait Picsou. Voilà. Putain, la chance. Alors, ce que j'ai adoré, moi, dans Le Mystère Rouge, c'est qu'il y a George Lucas à un moment. Il y a une frame avec George Lucas. Oui. C'est mon moment préféré. Et il y a 10 secondes avec Steven Spielberg. Et oui, ils sont à côté, ils sont sur la même photo. Mais oui, tout à fait. Ah oui, mais parce que vous n'avez pas dû voir la version... Enfin, ça dépend de laquelle Oula. version vous avez vu, mais il y a une version où il y a 10 secondes de Spielberg qui parle à l'écran. Énorme. Ok. Oui. On n'a pas eu la version exclue. Voilà, vous avez... D'accord. Ah là là. Mais alors, toi qui es réalisatrice, qui a fait des trucs, tu vois, dans Le Prisonnier, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de... Ça s'est monté super vite. Avec genre, les coupes sont un peu... Et Oui. alors, est-ce que c'est un nom, cette Bref, manière de on monter dirait comme ça? bref. Alors, on dirait... Oui, c'est Bref qui a inventé ça, hein, je pense. Alors, ça s'appelle le jump cut quand on fait des coupes assez rapides. Là, en fait, je pense qu'il y a une certaine économie de la narration, c'est-à-dire qu'il fonctionne beaucoup sur des symboles, et on le voit d'ailleurs au tout début dans le générique qui est comme ça très très cuté. Il y a cette espèce de vision où on a un truc on va vous expliquer, on va vous raconter l'histoire très rapidement. Et ça marche. Enfin, moi, je trouve que, surtout pour une série des années 60 qui aurait pu être beaucoup plus lente, et c'était l'habitude à l'époque, vous regardez les premiers épisodes de Doctor Who, on est sur quelque chose de très lent. La même année sort 2001, le film le plus lent, de 2001 l'histoire le film du le plus monde. lent de l'histoire. Cependant, film excellent, j'adore. Mais voilà. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus dynamique. On va directement au truc. Il faut montrer qu'il n'y a personne, puis montrer qu'il y a un mystère. Qui sont ces gens? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est là?
Et c'est un petit peu sa recherche. Et en fait, on est avec lui du début jusqu'à la Et c'est vrai que les jump cuts ensuite sont devenus hyper populaires, notamment avec YouTube, avec TikTok. C'est partout en fait maintenant ce truc-là. Je trouve que effectivement, ce film est monté comme s'il était tourné, s'il avait été monté il y a 10 ans, quoi. Pas il y a beaucoup plus longtemps. J'ai pas noté la date. C'est quoi, les années 70, On est 67, très exactement. 67? Ouais. Moi, j'ai noté un commentaire qui était que je me sentais un peu floué parce que vous aviez parlé de lampes à lave sur le Discord et que j'ai pas encore vu de lampes à lave. Et j'étais en mode, où sont mes lampes à lave? T'as pas vu de lampe à lave? Ben, pour l'instant, Bah, c'était pour le moment, de non. l'épisode, j'ai pas vu de lampe à lave, mais il y en aura après. Ah, là où mais, on en est, ok, d'accord. là, pour l'instant, j'étais déçu. Ok, Oui, super, il y a des blagues et tout, machin, super. Si, mais je crois qu'il y où en sont a mes une lampes à dans sa lave? chambre où il se réveille. Il y en a Ah bon? une, il me semble. Normalement, ouais. Normalement, ouais. Ouais, il me semble bien. En fait, il y en a un peu partout. C'est un truc. Je sais pas, c'est marrant. Les lampes à lave, c'est les lampes. Qui ressemblent à des suppos et à l'intérieur, c'est des lampes avec les bulles qui montent et qui descendent. Et apparemment, si tu les exploses, tu meurs ou un truc comme ça. On m'avait dit, surtout ne fais pas tomber ça, parce qu'après, sinon, ça fait des. Les gens d'Urbaine, ça, non? Je sais pas. Peut-être. Est-ce que, Je sais ah pas. mon dieu, attends, est-ce que je ne Est-ce découvre qu'on en va direct débunker? que c'est ma mère qui me disait ça pour que je fasse attention à ne pas le faire tomber? Tu veux que je demande à ChatGPT? On peut demander à ChatGPT. C'est dangereux ou pas? C'est une lampe à Pendant ce temps-là, lave. moi j'ai une question. Pourquoi les canards spécifiquement? T'aurais pu genre interviewer n'importe quel auteur en fait. Pourquoi un mec il dessine des canards? Alors, cela peut être dangereux de casser une lampe à lave car elle contient une substance chauffée et toxique. Donc voilà. Ah ah! Donc il n'y avait pas de. Ta mère avait raison. Elle ne m'a Bravo. pas menti. Donc les canards, oui. Oui, quoi. pourquoi lui spécialement? Bah parce que c'est d'où le nom, le mystère Picsou, c'est de se demander pourquoi il y a des gens qui sont passionnés de canards. C'était un peu ça le début du film. Ça, c'est un vrai truc que j'ai découvert avec ton film. Qu'il y a des gens qui sont Passionnés de. Ouais, c'est leur passion. Et ça, je l'avais moins avec d'autres trucs qui sont peut-être plus évidents dans la passion et de pourquoi là, un canard qui a de l'argent, pourquoi ça crée autant de. C'est C'est vrai, super beau quand les fans en parlent. Quand ils parlent de pourquoi ils adorent Picsou et ce que le personnage représente pour eux, c'est super beau. Enfin, parce que je saurais pas les imiter, je saurais pas mieux dire qu'eux, donc je vais pas oser le faire, mais voilà, allez voir le film. hein. Puis tu leur laisses la parole, quoi. Et Bah, oui. c'est un film sur ce que c'est que d'être fan, c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Donc, on est un peu full circle. Bon, moi j'ai une idée de ce sur quoi le film est vraiment, mais on verra plus tard. Donc, Ils le arrivent, prisonnier. il y a un nain, du coup, qui l'accueille dans une nouvelle baraque où il est. J'ai fait un petit jump parce que là, il se passe pas des choses intéressantes. En fait, il est dans un endroit, et puis il sort d'un endroit. Non, mais en fait, il se fait appeler chez numéro 2 qui habite dans un dôme vert. Palpatine, du coup. Mais on lui dit, viens, bonjour, je m'appelle numéro 2. On l'appelle pour dire allez voir numéro 2, il est au dôme vert. Du coup, il y va. On l'appelle à un téléphone où il y a un 6 dessus. Oui, où il y a un gros 6 Ah dessus. Ouais. Ah. Et il se retrouve avec une personne de petite taille qui vient lui ouvrir et qui du coup qui est en habit de majordome. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont cadré à un moment donné où on ne voit pas la personne qui ouvre la porte. Parce que sa taille fait qu'elle est en dessous du cadre. Et en fait, du coup, on a l'impression d'avoir cette espèce d'automatisme des portes qui s'ouvrent parce qu'on voit les portes s'ouvrir comme par magie, mais en fait, la personne est en dessous. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que ça vient déjà mettre en question de qui tient les ficelles de tout ça. Est-ce que c'est un véritable automatisme ou est-ce que cet automatisme il est un peu... c'est super intéressant. voilà. Ah. Est-ce que c'est les petits gens qui s'occupent Oui. des automatismes de notre vie? Est-ce que c'est si avancé que ça, tout ça? Du coup, c'est le numéro 6. Est-ce qu'à la fin, il va devenir le numéro 3? J'allais la faire. Oh, je suis désolé. J'allais la faire. C'est pas grave. Elle arrivait plus tard, donc tu l'as, je te la laisse. Il y a pas de souci. Ah, mais c'est ça. Est-ce que ce podcast est juste une joute verbale? On essaie de sortir les blagues avant les autres. le plus rapidement possible. Attends, j'ai un truc à raconter avec Angry Birds. Non, attends, non, j'ai pas le contexte. Je savais même pas que ça venait de Finlande, Angry Oui, c'est un Birds. truc de fou. c'est Et le incroyable. fait que ce soit inspiré de Picsou, c'est un truc de dingue, je trouve. Parce que Oui, t'as réussi à tu viens interviewer parler, C'est énorme. un mec d'Angry Birds, c'est un truc de dingue. C'est énorme. Et donc J'avais le jamais nain cru. ouvre la porte.
Est-ce qu'on a le droit de dire non ou est-ce que c'est Non, insultant? normalement on dit personne de petite taille. Personne de petite taille. Ouvre la porte. Mais dans le Green Dome, là, on est dans le Green Dome déjà. C'est ça. Oui, Mais exactement. on leur a Oui. pas dit ce que c'est le Green Dome, on s'en fout. Continue. C'est un bâtiment en forme de Capitole, un Ouais. peu. Ouais. Avec un toit vert. Voilà. Et au centre de ce bâtiment, il y a le Big Boss, enfin le deuxième Big Boss, Le numéro j'imagine, vu qu'il s'appelle numéro 2. Et moi, je l'ai surnommé Palpatine tout le long, parce que pour l'instant, je ne connais pas de plus gros Big Boss. Donc, Moi, je l'ai appelé le Master. Parce qu'on est clairement dans un épisode de Doctor Who, excusez-moi. Clairement. J'ai pas la ref, Docteur quoi? Ok. Et là, on arrive à l'esthétique Oui, alors par complète. pitié. Oui. Il ouvre la porte et en gros, on est dans une sorte de. C'est incroyable. Les appartements de Dark Vador, en fait, en gros. Oui, alors les appartements de Dark Vador, mais si quelqu'un aujourd'hui faisait un reboot de Star Wars avec une esthétique rétro-futuriste, telle la série Hello Tomorrow, sortie sur Apple TV+ l'an dernier, où en fait c'est une série tout à fait moderne, machin, qui imagine un futur dans lequel en fait on a une esthétique du futur tel qu'imaginé dans les années 70. Donc dans les années 70, on imaginait le futur avec une telle esthétique, et aujourd'hui, il y a une esthétique rétro-futuriste qui cherche à faire ça, en fait, à réincarner cette esthétique-là. Et donc, cette série, elle est pas du tout rétro-futuriste, parce que c'est contemporain. Et elle imagine ce futur, et c'est trop bien, elle imagine ce futur avec cette esthétique-là, très années 70, très... alors c'est là que j'ai dit que c'était Giscard Punk. Giscard Punk. Pas du nom de notre cher président. Giscard Punk, c'est un terme inventé par un designer qui s'appelle Florent Deloison, qu'on salue. Coucou, big up. Voilà, c'est lui qui a inventé, donc il faut dire que c'est lui quand même. Et c'est une esthétique où, typiquement, quand VGE était président, mais même un peu Mitterrand, ça a traîné sur Mitterrand, voilà, mais même un peu avant VGE, c'est vraiment où c'était un peu, on imaginait le futur. C'était l'expansionnisme total, l'accélérationnisme total sur la technologie et tout, les TGV de couleur orange, les stations RER, les premières stations RER dans Paris, qui ont esthétique un peu cuivre, avec des... je sais pas si vous avez vu les Châtelet-Léal, les premières photos, quand ça vient d'être inauguré, il y a des meubles un peu loufoques au milieu du lobby, il y a des bulles semi-translucides, voilà, machin, c'est très drôle, c'est très coloré, il y a beaucoup d'angles, c'est très arrondi cependant, tu vois, c'est convexe, concave, c'est pas anguleux. Et donc, dans Le Prisonnier, on a full cette esthétique-là. Et je trouve ça marrant, j'arrive à la fin de mon truc, je trouve ça marrant parce que, contemporainement à cette série, cette esthétique, c'est le futur idéal. C'est-à-dire, c'est le futur dont tout le monde rêve, le futur technologiste. Je suis pas sûr, hein. L'élite en rêve. Si, totalement. L'élite. Nous, on a le biais dystopique de ce truc-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand il y a des œuvres rétro-futuristes, c'est souvent de la dystopie. Mais à l'époque, non, c'est le futur dont on a envie. Moi, j'ai envie de dire même à l'époque, parce que je te conseille, et je conseille vivement aux gens qui aiment beaucoup cette esthétique, de voir Fahrenheit 451, l'adaptation du bouquin de Bradbury par François Truffaut, qui, du coup, pour le dire très rapidement, Fahrenheit 451, c'est censé être la température à laquelle les livres brûlent. Et donc, en fait, les pompiers sont là pour brûler des livres dans cette société. Et on est exactement dans cette esthétique, parce que c'est contemporain, c'est réalisé dans les années 70, on est dans la même époque, avec ce même rétro-futurisme qui est futuriste à l'époque. Et en fait, pareil, ça sert déjà de parler d'une dystopie. 1984 le fait aussi très très bien, l'adaptation filmique, encore une fois. Brasil plus tard essaiera de venir le choper. Est-ce que 1984 est dans cette esthétique? Je sais pas, j'ai pas vu. Il y a un petit peu. On est un peu plus sur une tendance un peu plus punk type années 4, ce qu'on verra dans les années 80 plus tard. Mais on a quand même un petit peu ce côté... ou même Orange Mécanique. Orange Mécanique, on est sur un espèce de présent qui n'est pas tout à fait le présent, et énormément des meubles, énormément de la déco, etc., et très arrondi avec ces fauteuils en forme d'œuf, vous savez. Et d'ailleurs, c'est là-dedans qu'on retrouve... C'est là-dedans qu'il est assis, numéro 2. Oui, c'est les mêmes fauteuils que dans Men in Black, dans la scène du recrutement, où ils sont tous dans des fauteuils comme ça, un peu trop loin de la table basse. Et moi, je trouve ça assez drôle que quelqu'un qui est assis dans un œuf traite quelqu'un d'autre de 6. Voilà, c'était... Oh là là. Tu sais, des fois, j'oublie que vous êtes trans et que vous sortez des bails comme ça. C'est marrant.
Entraînement cancellable, si on n'était pas trans sans ce genre de blague. Mais du coup, c'est pas un 9, c'est le 2, lui. Oui, non, excuse-moi. Mon Dieu. Mais oui, du coup, le type d'Angry Birds, il a mis un easter egg, l'œuf doré, dans son nom. Oui. Parce qu'il aimait bien ce que faisait Don Rosa avec ses... C'est ça, avec Picsou. Ça va être le pire épisode. Le pire épisode, c'est le meilleur épisode. C'est le meilleur épisode, hein, pour l'instant. Je pense que ça se passe très très bien. Et, donc là, et je suis désolée, je suis très contente parce que maintenant, on a enfin la création du personnage. Parce qu'on n'a pas eu, parce que c'est un jeu vidéo, c'est un RPG, on est censé avoir une création de perso. Alors là, c'est pas la création du perso, c'est la création du petit déjeuner du perso, mais quand même, il prend. Est-ce que tu veux du thé, du café, tu veux du bacon? Oui, numéro 2 lui sert un petit déj. Est-ce que tu veux du œuf, des pas œufs, machin, je sais pas quoi. À la fin, il en a marre, Patrick. Mais en fait, tout est fait. C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'en fait, tu lui poses les questions, mais il sait déjà les réponses. Et c'est pour ça que quand il lui dit, par exemple, vous voulez des œufs? Oui. Combien? 2. Et là, il ouvre la cloche et il y avait déjà 2 œufs de fait. Il y a cette idée de, on a votre dossier, on a toutes vos photos, on sait toute votre vie. Et il y a ce petit côté où il lui dit, ah, c'est drôle, je savais pas que vous preniez votre thé avec du citron, alors que clairement, ils ont le citron de près qui est dans le thé déjà. Oui, mais j'ai même pas remarqué. C'est tellement subtil. En fait, je me suis rendu compte un peu de ça, mais inconsciemment, tu vois. Et c'est un truc que j'ai envie de dire par rapport à cette série, c'est que la personne qui a réalisé ce truc, donc Patrick, je sais plus son nom de famille. McGowan. Patrick McGowan, c'est un putain de génie, je pense. En vérité, à mon avis, c'est un putain de génie, parce que son œuvre est contrôlée du début à la fin. Et c'est ce dont on parlait avec Alexandre Astier la semaine dernière, mais je trouve que Patrick le fait beaucoup mieux. Légèrement. C'est que il a visiblement, donc c'est le personnage principal et donc il réalise tout ça, donc il co-réalise, mais tous les plans, tu sais, qui sont bien travaillés pour avoir tout ce qui est dedans, le chant, le contre-chant, le rythme. Et je sais que le montage, ça devait être hyper chiant à faire à l'époque. Tout est calculé. Hein. Le montage, il est nickel, les plans, ils sont nickel, le mixage aussi, il est super. Je pense qu'il y a un petit chouille de rythme manquant, mais en même temps, c'est parce que c'est cette série, il la voulait comme ça. Et pour ça, respect éternel, c'est une masterclass. Je suis assez d'accord. je te rejoins pas mal là-dessus. On y apprend d'ailleurs le plot de ce que va être la série. Pourquoi il est là? Oui, parce qu'il lui dit, du coup, il lui fait plein de reproches. Il lui dit, je sais tout sur toi, je sais tout sur ta vie, mais il lui fait plein de reproches et il lui fait le reproche surtout qu'il a démissionné. C'est-à-dire que apparemment, il lui en veut d'avoir démissionné. Démissionné de quoi? Du coup, on se débat. Si, on sait. Moi, j'ai pas vu s'il l'a dit, non. Non, c'est le grand secret. Bah c'est ça, on imagine qu'il a démissionné de l'enseignement secret, peut-être pas, on sait pas forcément, mais le concept est là. Il a démissionné de quelque chose, il ne veut pas dire pourquoi il a démissionné. On veut savoir pourquoi Patrick mais a démissionné. Peut-être qu'il a démissionné, mais d'un bail sombre, pas des renseignements secrets. Bon, c'est un bail sombre en soi, ok, d'accord, mais c'est pas un bail sombre légitimé, tu vois, c'est... voilà, c'est un bail sombre underground réprimé, tu vois. Enfin, tout est possible. Mais je regarde Morgane dans les yeux, hein, au cas où, pour déceler des indices. Dis-nous la solution, bordel de merde. Il faudra regarder le dernier épisode. D'accord, ok. Et je comprends pas forcément ses réactions, parce que si jamais je découvrais que... Parce que, alors, peut-être qu'il ne découvre pas, mais de ce que donne l'impression la série et le montage, c'est que c'est la première fois qu'il se retrouve dans une salle comme ça, où en fait il voit l'envers du décor, qu'en fait cette ville, c'est visiblement un décor de cinéma, basiquement. Il devrait péter un câble, en fait. Enfin, moi, si j'étais lui, je serais en mode non, mais les gars, ça y est, gros, quoi. Vous arrêtez, les gars. En fait, cut. Hop, on s'arrête. Moi, j'emballe mes affaires. À bientôt. Et en fait, il reste là, il prend le café, machin. Et il s'énerve pas. Et même parfois, il rigole, tu vois, aux blagues et tout. Et c'est là où je me suis dit, le perso doit avoir... Alors, il a l'air un peu énervé. Il a l'air un peu sur les nerfs quand même, tu vois. Mais il doit avoir des bails de problèmes de mémoire. Et c'est là que je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas brainwashé par hasard? À mon avis... Non, mais alors, attends, Morgane... On revient au hypnofétiche. Oui. D'ailleurs, il y a une scène d'hypnofétiche plus tard dans l'épisode. Mais vas-y. Mais tu l'interromps, c'est super intéressant ce qu'elle dit. Vas-y. Je crois que ce personnage est un peu comme dans Memento. Il a une mémoire à court terme uniquement. Et en fait, il doit arriver... Comment dire? Non, mais j'ai l'impression que... Non, c'est pas ça. Je suis pas au bon endroit, c'est ça? Je sais pas, mais moi j'adore ce que tu dis. Je vois tes paroles. À chaque nouvelle scène, j'ai l'impression qu'il redémarre
sa façon de communiquer avec le monde. Il redécouvre des choses. Tu vois, si jamais, à mon avis, c'est pas le tout début de son histoire avec cette chaîne de télévision ou whatever it is, ou les agents secrets, parce que c'est soit une chaîne de télé, soit une expérimentation du gouvernement. En gros, c'est les deux options qu'on a. Et ça fait un moment visiblement qu'il y est, donc il a probablement il a démissionné en disant en fait je veux partir, mais intradigétiquement, donc en fait il était toujours dans la matrice. Ça fait un moment qu'il y est. Bah non. Maintenant, il vient d'arriver. À mon avis, oui, puisqu'il a démissionné en fait, mais parce que probablement que c'était déjà une expérience qu'il y avait déjà à l'époque où il était agent secret, et c'est juste que c'est une nouvelle saison. Pour moi, c'est ça. Pour moi, il était déjà dans cette série. Mais oui, mais on voyait, il était genre dans Londres, dans le vrai monde. Non, mais on n'a rien vu d'autre en fait. On n'a pas vu d'humain. Au tout début, on le voit dans Londres. Morgane, tu essaies de nous manipuler, mais je sais la vérité, je connais la vérité. David Vincent les a vus. Mon Dieu. Je suis sûr que c'était la première série, qu'ils sont sur une seconde série. C'est ma théorie, et la seule raison pour laquelle il serait pas en train de péter un câble, c'est qu'il perd la mémoire progressivement, ou alors il est con. C'est aussi possible, il est juste très con. Moi, j'ai l'impression qu'il a une colère très sourde, et on la voit d'ailleurs exploser à certains moments. Notamment, j'ai un drop au moment où le numéro 2 lui dit en fait, on veut savoir pourquoi vous avez démissionné, on veut savoir pour qui vous travaillez, si ces raisons, elles sont idéologiques, ou si elles sont parce que vous allez travailler pour quelqu'un d'autre, etc. Et en fait, devant l'étalage du fait qu'en fait, ils le contrôlent parce qu'ils savent toute sa vie, du coup, Patrick leur répond I will not make any deals with you. I've resigned. I will not be pushed, filed, stamped, indexed, briefed, debriefed, or numbered. My life is my own. Is it? Yes. Ma vie m'appartient. Et numéro 2 lui répond vous êtes sûr? Et il répond oui. On sent quand même qu'il y a une tension là-dedans. On sent qu'on arrive au thème principal de la série, qui est l'individualisme, la liberté individuelle, de à quel point on est prisonnier du monde, de son travail, de pas mal de choses, de la condition sociale, de dire bonjour d'une certaine manière, etc., etc. Et en fait, on arrive pour moi à quelque chose qui est que cette série a été écrite par un génie, mais clairement un génie autiste qui est face au monde, qui ne comprend pas forcément pourquoi on s'enferme à devoir toujours dire bonjour d'une certaine manière ou manger toujours de la même façon, etc. Et d'ailleurs, de savoir que son breakfast est toujours de la même façon, avec 2 œufs, du bacon, fait de cette manière, machin, ça, clairement on est sur quelque chose d'autiste. Et je trouve ça assez fou de le voir. Il va en prison parce qu'il est autiste. Super. C'est exactement ça. C'est la morale de cette série. Mais je trouve ça incroyable, en fait, dans les années 60, dans un conformisme absolu, surtout en Angleterre, où on est sur des choses extrêmement figées, de réussir à montrer une allégorie de ce que c'est qu'être neurodivergent dans un monde qui ne l'est pas, et de voir un petit peu comment on se cogne là-dessus. Et cette question de, en fait, peut-être qu'il a juste démissionné parce qu'il en pouvait plus, point à la ligne. Mais en fait, on ne le croit pas. C'est-à-dire qu'il le dit d'ailleurs à un moment donné dans cet échange, je vous ai donné mes raisons de ma démission, et on lui dit, ouais, mais on aimerait être sûr quand même. J'arrive pas à croire que c'est aussi simple. Ça va être comme la fin de Lost. Je sens que ça va être comme la fin de Lost. Morgane, je sens arriver. Non, mais c'est pas ça. Je sens arriver. Oh non. Bon, on en est où dans l'épisode là? On en est au moment où le master montre toutes les régénérations du personnage. Il y a cette scène qui est hyper cliché dans Doctor Who, qui est le moment où le grand méchant fait « Regarde, docteur, je sais tout de toi ». Et d'un coup, là, il y a un montage avec les 12 incarnations précédentes du docteur. Et on a exactement ça dans cet épisode-là aussi, où le master lui fait, au numéro 2, lui fait « Regarde, je sais tout de toi ». Et là, il lui montre toutes les photos de lui enfant. Ah oui, c'est Donc, vrai. c'est clairement pas le début de son histoire avec ce plot. Est-ce que tu essaies de nous embrouiller, ouais, autiste, machin? On s'en branle. Non, mais Morgane, le plot de la série, c'est que toute sa vie, depuis qu'il est enfant, parce qu'en vérité, tout vient de s'écrouler dans ma tête. Parce qu'en fait, j'avais une autre théorie qui était... Parce que l'acteur... Pour moi, l'acteur est mal choisi, parce qu'il n'arrive pas à exprimer suffisamment ses émotions avec son visage. Et donc, je me dis, la seule raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est que... c'est parce qu'il masque. C'est parce qu'il masque. Il choisit qu'il est enfant. Mais en fait, oui, c'est parce qu'il est autiste, bordel de merde. Parce que c'est le réalisateur qui s'est dit, vas-y, je vais mettre devant, machin. Comme Astier, comme toi, dans ton putain de film, Morgane. Franchement,
Les réalisateurs, producteurs, machin, mes couilles là, Et t'as remarqué que dans le Mystère Rouge, genre, bande d'autistes. c'est trop marrant qu'une réalisatrice soit aussi présente à l'écran, tu vois. Genre, c'est pas courant, quoi. J'adore. Ah, mais c'est une question qui se pose à chaque fois. Pourquoi se mettre à l'écran? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, voilà, jusqu'où et qu'est-ce que ça dit de nous aussi? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et pourquoi le faire avant sa transition, Morgane? C'était quoi le projet, en fait? Bah, faudra poser la question à Patrick, hein, moi, je pense. Parce que clairement, il veut nous dire quelque chose. Du coup, il finit par se sortir de cet endroit. Il faut une balade. Il fait une petite balade. Dans Et le là, village. on va arriver au grand méchant qui n'est pas le master, qui est le ballon sonde. Ou le chewing-gum géant. Chewing-gum géant. C'est là que j'ai noté what the fuck, le chewing-gum blanc qui mange les gens en faisant un bruit de fantôme. Ce montage était assez incroyable avec des cuts super malins. Oh, oh, oh. C'est bien, ouais. On part sur une lecture de notes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Super malin. Mais en fait, c'est parce que j'ai redécouvert ma phrase en même temps. Et waouh! Waouh. C'est vrai, j'ai fait cette réflexion. Mais c'est vrai parce que du coup, on voit le chewing-gum géant qui arrive et qui vient. Parce qu'ils sont devant une grande place où il y a de l'eau, il y a des fontaines et tout. Les gens vivent un peu leur vie, entre guillemets, ils se baladent. Hein. Ça fait très Disneyland. Il y a Ouais, un côté très Disney, il y a une petite musique. Et Palpatine, il lui dit regarde, tout le monde est heureux, tout le monde vit bien ici. Tu peux être bien ici aussi si tu veux bien accepter que tu vas y rester. Et là, par contre, tout le monde s'arrête, la musique s'arrête, tout le monde se fige parce que il y a un délinquant ou quoi. Et effectivement, ce ballon sonde, ce chewing-gum blanc va venir sur le délinquant et va venir le manger lentement. Et c'est pour ça que je dis que les cuts sont super malins parce que du coup, il y a des cuts trop bizarres où on voit le ballon, on voit le monsieur, et puis après, le monsieur, il est écrasé par de la toile de type plastique, je sais rien, par une bâche blanche, comme s'il était en train de se faire manger par le chewing-gum. Oui. Et ça, je vais faire des cauchemars, je pense. Et il y a beaucoup des plans qui sont ce qui rajoute le côté un petit peu étrange, comme quoi David Lynch n'avait rien inventé avec Twin Peaks. Il y a beaucoup de plans qui sont à l'envers, c'est-à-dire qu'ils ont lancé le ballon d'un sens ou dans un autre. En fait, en mettant le plan à l'envers, comme personne ne bouge, on le voit pas, mais on a cette impression que il y a un truc qui est pas naturel, on saurait pas mettre le doigt dessus. C'est uncanny. Et c'est exactement ça, la uncanny valley. Et c'est vrai que tout le monde s'arrête. Est-ce que c'est des automates? Parce qu'ils s'arrêtent vraiment, genre, d'un coup. Peut-être que genre ils sont juste en mode, il y a le ballon qui pop, ne bougez pas. Enfin, ils sont tous habitués à genre il faut pas bouger. Sa vision est basée sur le mouvement. C'est ça. Non, mais ils connaissent très bien le ballon, ils sont en mode ne bougez plus. Et oui, mais c'est un peu flippant comme ça. Bah après ça, on l'emmène faire un entretien d'embauche. On lui demande. Ah oui, un moi petit je croyais que peu, c'était un examen médical. Genre on l'envoie voir un docteur. Non, c'est pas un docteur. Il y a un examen médical plus tard, mais à ce moment-là, en fait, on va lui déterminer quel est son boulot, quel va être son boulot dans cette société, et on lui demande un truc où il s'énerve. On lui demande s'il a des allergies, des machins, des trucs. On lui demande et niveau politique, vous vous situez comment? Et c'est là où il explose. Il pète un plomb. You just fill in your race, religion, hobbies, what you like to read, what you like to eat, what you were, what you want to be, any family illnesses, any politics. Il pète un plomb. Alors c'est trop marrant parce que cet expert là, il utilise un espèce de gros. Alors j'imagine que c'est censé être un ordinateur ou un calculateur, mais analogique, c'est-à-dire c'est avec plein de roues crantées en bois qui sont superposées et je sais pas, qui forment un arbre de roues crantées en bois, et il tourne des roues crantées en mode comme s'il est en train de faire des calculs avec. C'est trop bizarre. On dirait un gamin qui joue avec un truc qui a aucun sens, avec des caplas d'une autre génération. Et donc c'est ça qu'il explose quand il lui demande ses politics. Bah, en fait, moi, il y a eu un côté. Enfin, moi, j'ai noté, si jamais vous voulez savoir ce que c'est que la dysphorie, regardez cette scène. La raison pour laquelle j'ai mis ça, c'est qu'en fait, moi, je me suis senti très, très proche de Patrick à ce moment-là, qui est dans un rapport avec le monde où clairement, on sent que chacune des questions
soit le mégenre, soit il y a quelque chose où on nie une certaine réalité de lui-même et le monde veut le voir d'une façon et lui n'a pas envie qu'on le voit de cette façon. Le fait que ça se bloque sur la question de c'est quoi votre politique, j'avais presque l'impression que la question qu'on lui avait posée c'est quoi votre genre et que ce soit le truc sur lequel il explose en mode mais en fait ça ne vous regarde pas et de deux je sais très bien que la raison pour laquelle on est là c'est ça, c'est-à-dire en fait on n'arrête pas de tourner autour du pot, autour du problème qui est ici, mais en fait vous avez un problème avec moi et la question de qu'est-ce que c'est que l'identité derrière. Vraiment, moi, et c'est là, à ce moment-là, où j'ai marqué, en gros, en fait, il est 6, le chiffre, 6 entre guillemets, voilà, enfin, 6 genres, tout ce genre de questions, bref. Je crois que je mesure pas l'ampleur de la métaphore filée qu'est cet épisode, en fait. Mais tu l'as vu dans le métro aussi. Mais je crois que je m'attendais à autre chose, parce que le prisonnier, quand tu dis la série s'appelle Le Prisonnier, t'as l'impression que tu vas aller voir Les Évadés, en fait. Oui. Ou Prison Break. Ou Prison Break, c'est Prison ça. Break. Un truc un peu sombre, sale, avec Morgan Freeman. J'avoue. Hollywood qui met les Noirs en prison, évidemment. On adore. Et c'est pas du tout ça, c'est plutôt The Good Place en vérité. Cet épisode ressemble beaucoup plus à The Good Place. Oui, c'est vrai. Le lien est très très fort. Et du coup, quand les dialogues se passaient, je les ai vachement pris au premier degré. Je les ai pris au premier plan. Ok, ils sont en train de checker s'il est toujours bien brainwashé en fait. Moi, c'est ça que je me suis dit quand j'ai vu ça. Et en fait, tout ce que tu me dis, à mon avis, c'est parce que tu as vu la suite de la série. Et donc, tu comprends aussi. Tu n'as pas vu le premier épisode quand tu avais. Parce que je sais pas quand tu avais quel âge quand tu l'as vu. Mais tu n'as pas dû te dire, oh mon Dieu, ils sont en train de parler de transidentité ou je sais pas quoi. Ils sont en train de parler de politique, c'est ça la vraie question. Je sais pas si tu as déjà dit ça. Je sais pas si la majorité des gens ont dû dire ça. Ils ont dû se dire, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et je pense que la série réussit ça. Réussit à ouvrir toutes les questions et à dire, il se passe un truc bizarre et vous comprenez pas tout. C'est normal. Vous allez voir. Et vous allez revoir cet épisode 1 dans un an quand on aura sorti tous les épisodes et là vous allez faire oh my god, tout était là en fait, et c'est là où tu vois un bon film, une bonne série. C'est un truc qui te dispose des éléments et puis après tu les revois à la fin, tu fais bah c'était là en fait, voilà, ils ont pas sorti du chapeau en fait, c'était bien prévu. Mais là, on a vraiment 3 prismes super différents parce que du coup Morgane voit des trans partout, on a déjà dit ça dans ce podcast. Toi tu vois des canards partout. Non, moi, ce que je voyais, c'était vraiment juste l'esthétique de tout ce qui se passe. C'est-à-dire, j'étais fasciné par comment, mais aussi dans la réalisation de la série en elle-même. Et donc, oui, dans cette scène, ce qui m'a marqué, c'est pas du tout ce qu'ils se disent, c'est le calculateur en bois. Donc, voilà. Qui, effectivement, est très beau. C'est vrai qu'il est un peu hypnotisant. Non, il n'est pas spécial. Non, mais qui est un peu hypnotisant. Comme oui, du brainwash. Exactement, il est hypnotique. Comme l'hypnofétiche. Et d'ailleurs, en parlant d'hypnofétiche, il rentre chez lui où l'attend une maid, donc une transfemme qui est déjà dans ça. Mais ça suffit. Donc une femme de chambre, grosso modo. Voilà, une femme de chambre, exactement, qui du coup lui a été assignée et qui clairement est là pour lui soutirer des informations. Des infos. Lui s'énerve, casse des choses et lui demande. I really don't know. You never wondered. You never tried to find out. Vous vous êtes jamais demandé, demandé ce qui se passe, vous avez jamais essayé de creuser, de chercher un petit peu, parce qu'en fait, elle est tout aussi au courant que lui, que le monde dans lequel ils sont n'est pas un vrai monde entre guillemets, que elle lui dit des gens ont essayé de s'enfuir et tout, et que en fait ces gens se sont toujours retrouvés happés par le chewing-gum. Je comprends mieux la métaphore Matrix, bien sûr. Bah oui. Quand tu dis tout ça, c'est évident. C'est voilà, This is de Matrix, mais 40, 50 ans plus tôt. Il y a Médica qui est en train d'avoir un reveal là. En fait, je me sens très bête parce que j'ai l'impression de ne pas avoir savouré correctement un beau cadeau que tu nous as fait. De nous offrir ça, tu vois. Et du coup, j'ai envie de revoir cet épisode et de voir la suite et de voir toute la série et me dire, ok, si c'est vraiment une inspiration pour les Wachowski, qui sont dans mes réalisatrices voilà, que je mets un peu sur un pied et tout. 2, pour comme ça tient bien.
Il faut que je revoie ce truc-là en ayant conscience de ça et en essayant de me poser des questions parce que c'est une série où tu as envie de t'arrêter toutes les 5 secondes sur des plans en disant qu'est-ce que veut dire ce plan. C'est, On fera ça. je pense, quelque chose d'assez cool. Hein. Et c'est pour ça que ce podcast existe. Mais oui, mais on a fait le phénomène Raven la semaine dernière. Évidemment C'était que je suis trop pas bien, dans le mood de d'ailleurs. C'était la Très bien, meilleure Phénomène série. Mais c'est pas une série où tu t'arrêtes toutes les 3 secondes en disant qu'est-ce que veut dire ce plan de Rory en train de faire Non, mais en fait, de la c'est pâtisserie. comme un parcours de licence, tu vois. On a fait L1, L2, L3. On a fait d'abord le côté un peu joyeux avec le syndicalisme et on s'est interrogé sur comment on applique ça dans un système capitaliste. L2, on a vraiment vu la dépression et comment les hommes cis, blancs, hétéros gâchent tout et prennent tout le centre de l'attention. Et en troisième, voilà, on est sur notre L3 de philo, sur l'ouverture vers le monde et comme quoi nous sommes tous des prisonnières. Oui. Tu penses que Don Rosat est prisonnier aussi de son œuvre? Je pense que c'est une question qui se pose effectivement. Et d'ailleurs, tout le chapitre sur sa dépression en parle très très bien. Je sais pas pourquoi je rigole là-dessus, mais j'attrape en vol. Oui, parce qu'il a réussi quand même à se remettre aussi d'une opération lourde et tout. Enfin, c'était. Bah, ça pose la question de la limitation du corps et de l'esprit dans nos passions, dans nos envies, et ce qui fait de nous un fan ou un artiste. Bref, ce sont des questions assez intéressantes. Moi, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est qu'il lui envoie un type pour réparer son autoradio qui a explosé là, et il en profite pour essayer de partir, et il essaye de C'est la s'enfuir. Il part en courant. Là, on a une scène très Truman Show, pour le coup. Ils le suivent de bout en bout avec plein de petites caméras. Il y a des cachées caméras partout, dans les statues, dans les buissons. Et même le mec qui dirige les caméras dans une espèce de salle de contrôle ressemble au mec qui réalise le Truman Show. Donc vraiment, genre, le lien est assez fort. J'avoue. Mais alors, arrêtons-nous sur la salle de contrôle, parce qu'il y a un détail important. Vas-y. La salle de contrôle, donc, il essaie d'imaginer, auditoris, c'est une salle ronde, circulaire, avec au centre des 3 pélos, et sur tous les pourtours des écrans partout avec des consoles. Okay. Et au milieu, il y a 2 fauteuils qui sont reliés entre eux sur un tourniquet, et sur chaque fauteuil, il y a un type qui est devant un ordinateur. Donc voilà, imagine un tourniquet géant avec une tige et à chaque bout de la tige et 2 mecs. Et c'est trop marrant parce que le tourniquet, il tourne comme ça. Et moi, j'ai vu ça en arrière-plan. Il tourne, il peut pas tourner de mille manières, Morgane, de toute façon. Bon, le tourniquet tourne. Et moi, je me suis dit, mais à quoi ça sert de tourner sur ce tourniquet? Parce que ils ont pas une plus-value à tourner comme ça dans la salle. Mais ça fait futuriste, Nilian. Et oui, mais je sais, oh là là, premier degré et tout ça. Il faut voir que les ordinateurs sur lesquels ils sont, en fait, pour moi, ressemblent beaucoup. On dirait une grue avec 2 caméras à chaque bout, mais des caméras qui n'auraient pas d'objectif. Et donc, on a un peu cette impression qu'ils sont en train de pointer des endroits d'une carte géante qui serait autour d'eux, et qu'en fait, en faisant ça, ils arrivent à chercher plus ou moins où est le prisonnier. Le fait qu'ils s'arrêtent pas fait qu'effectivement, c'est juste un truc continu. Non, mais ça me va si tu me donnes une explication. Après, et là, c'est moi qui vais encore plus loin là-dedans, mais moi, ça me fait penser beaucoup à la critique du panopticon de Foucault. Ma licence de philo revient en... Oui, évidemment. Alors, le panopticon, l'idée, c'est une prison, donc le lien est assez évident avec le prisonnier, une prison où, en son centre, il y a une tour et les gardiens sont en permanence en train d'observer tous les prisonniers. Et donc, du coup, à chaque moment, chaque prisonnier se sait surveiller et c'est un univers très, très dystopique. En vrai, ce qu'oublie Foucault dans cette critique, c'est que normalement, le public, les gens peuvent aller ensuite observer les geôliers, et qu'en fait c'est un système de surveillance qui est un petit peu en tripartite pour s'assurer que personne ne fait de la merde quoi qu'il arrive. Mais ce qu'en fait Foucault, c'est de dire que quand on surveille en permanence, on punit, d'où le titre de son bouquin, Surveiller et punir. Wow, bah sachez moi que j'ai eu 19 en philo. Au bac. Moi j'ai eu 11, donc je suis pas sur la même. J'ai pris l'explication de texte, le truc des gens qui savaient rien. Bon. Mais je pense que clairement, on est sur une vision du panopticon qui est un autre concept qu'ont pris les sœurs Wachowski quand elles ont fait Matrix, puisqu'on parle du panopticon aussi dans Matrix, qui est truffé de références de philo aussi quand on regarde ça.
Bon, la course-poursuite tourne mal. Il y a un effet hyper bizarre de se retrouver devant une œuvre qui a inspiré toutes les autres que t'aimes, en fait. Et Oui. Je tu sens sens à la qu'Agathe est fois- très perturbée depuis tout à l'heure. t'as l'impression à la fois de vivre quelque chose de spécial. Waouh, je suis en train de voir ça. Et en même temps, c'est frustrant, en fait, de se dire, bordel, les génies de mon enfance sont juste des putains d'humains qui ont juste copié sur des gens, en fait. Comme tout le monde. Non. Mais c'est l'histoire de l'humanité. Comme dans le Mystère Picsou. Le Mystère Picsou, qui est un film que je vous conseille vivement de regarder, on est exactement Elle le fait là-dessus. elle-même maintenant, Tony Agathe. En fait, moi, j'essaie de faire des relances On a parce même que je plus trouve que c'est besoin. rigolo comme méthode pour filer. Et en fait, à la fin, je sais Elle même le pas fait plus toute de seule. relancer. Vas-y, Morgane, parle-nous Bah du. ouais. De toute façon, on est à 1h17. Qu'est-ce qu'on va faire? Vas-y, parle-nous du Qu'est-ce qu'on va faire? On est sur cette idée qu'il n'y a pas de création, que la création, elle vient justement de l'inspiration, de ce qui nous enthousiasme, de ce qui nous touche, et de se demander à chaque fois pourquoi ça nous touche. Qu'est-ce qui, à un moment donné, fait que... Et le Mystère Picsou, la grande révélation, c'est qu'on est sur de la métaphore, c'est-à-dire qu'on prend un canard qui a de l'argent pour parler de l'humanité, de l'être humain et de ses complexités. Dans Le Prisonnier, on est sur quelque chose d'assez similaire. On est sur de la métaphore. On parle de cet homme pour parler d'autre chose, de quoi on le verra et on le découvrira. Mais à travers ça, forcément, on est déjà sur plus. Et donc, on n'est pas en train de regarder quelqu'un qui est en train de courir avec un chewing-gum géant qui le suit. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est génial. C'est qu'avec cette image-là d'un mec qui est en train de courir avec un chewing-gum géant qui le suit, on parle d'autre chose. Et je pense que c'est pour ça que ça nous reste et que c'est pour ça que c'est resté à travers les créateurs qu'on aime et qu'on adore aujourd'hui. Donc, il y a une poursuite entre une voiture. Enfin, il est dans une voiture de golf. J'avance un petit Oui, peu. Il est dans une camionnette, voiture de golf. camionnette. Et donc, Sur la plage. sur la plage donc, de la baie de Saint-Michel. Et il y a donc, il y a cette boule de chewing-gum géante qui veut absolument pas, qui veut essayer de le capturer. L'intercepter. Et lui aussi, c'est de la même façon que le mec qui s'est fait choper à Disneyland, lui aussi, la boule de chewing-gum l'avale, en quelque sorte. Et là, il y a un cut au noir, on sait, comment dire, on se dit, game over, quoi. Bah, c'est fini. Ça y est, c'est fini, après le premier épisode. Il se réveille à C'est l'hôpital. faux. Il se réveille à l'hôpital. Eh oui. Alors là, pour l'hôpital, esthétique. Ouais, du coup, je suis la meuf esthétique de l'épisode. Point d'esthétique, l'hôpital dans lequel il se réveille, tous les lits sont des lits avec des couvertures rouges et des sous-draps blancs et des oreillers blancs. Et je me suis dit, là, j'ai vu cette scène, je me suis dit, mais attends, mais c'est marrant parce que j'ai déjà vu ça quelque part. Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part, vous? Genre des lits comme ça, ou vraiment rouge et blanc. Minecraft. Exactement. Je me suis dit, c'est dans Minecraft que le lit par défaut, aujourd'hui maintenant, les lits changent de couleur. Tout, voilà. À la base, le lit dans Minecraft, c'est un couverture rouge, oreiller blanc. Donc moi, je me suis dit, attends, ok, c'est corrélation très petite, il n'y a que deux exemples. Oh mon Dieu, il y a un lit, c'est comme dans Minecraft. Mais il y a un pattern. Il y a un pattern. C'est obligé, il y a un pattern. Donc j'ai cherché. Alors, donc oui, il n'y a pas d'origine story très spécifique au lit rouge et blanc. Par contre, c'est vraiment... il y a deux choses. C'est une couleur qui était beaucoup utilisée au Royaume-Uni dans les services de santé, les services publics, pour justement les mobiliers, rouge et blanc. Il faut cacher le sang. Et oui. Mais deuxième truc plus intéressant, c'est que c'était une combinaison de couleurs, rouge et blanc, qui était très utilisée pour signifier un peu quelque chose de très moderne et une esthétique très écarlate, écarlate, sens rouge, mais très éclairée, très... Quoi? Très brillante, voilà. Non, Agathe vient de refaire une référence à Doctor Who en nous parlant de Gallifrey. C'est l'épisode où on a nos traumas et on se partage nos traumas, ok? C'est une thérapie collective, ce n'est pas un podcast. Bon, bref, voilà, les lits rouges et blancs m'ont marqué et c'est marrant. Non, mais clairement, et d'ailleurs, en parlant de rouge, on l'emmène à un moment donné devant une salle, oui, l'hypnofétiche fait son retour, qui est une salle baignée d'une lumière rose. Rouge-rose, et des gens sont assis par terre en train d'écouter des mantras. Voilà, l'hypnofétiche est clairement de retour. Et il y a au bout d'un couloir rose, à un moment, il y a un type trop bizarre qui a un œuf. On revient du yodel devant un œuf. Extrêmement bizarre. Il fait ses exercices de voix. Voilà, on est sur la transidentité, l'œuf, la voix.
Ce moment à l'hôpital, c'est un peu le moment où on va avoir l'envers du décor, mais pas de la production, mais plutôt pour les acteurs. C'est comme si on était dans la salle où les acteurs se préparent avant de monter en scène. Parce qu'on voit qu'il y a d'autres personnes aussi, notamment je crois qu'il connaît, c'est ça? Tu as un collègue, Oui, tu un collègue? qui s'appelle Cobb. Cobb, j'avais noté Cobb. son nom Oui. et Il est alité, il se lui souvient pas de aussi grand-chose. visiblement a l'impression de vivre, dans la matrice comme Patrick, jusqu'à aller se suicider parce il va se suicider dans un épisode parce que pour lui, c'était sa seule façon de sortir de la matrice, ce qui est hyper triste. Exactement. Mais à noter, on ne le voit pas suicider. C'est-à-dire que il lui Ouais, parle. c'est ça, moi je me suis dit, on sait pas. Hein. Ensuite, il va parler avec un médecin qui l'ausculte, qui lui dit tout va bien, on vous garde une journée, mais en vrai tout va bien. Et quand il revient, on lui dit ah bah il vient de sauter par la Ouais. fenêtre. C'est la version officielle. Hein. Moi, je me dis. Et on assiste à son enterrement avec une jeune femme qui porte le numéro 66, je crois, ou 9, je sais plus, ou 6. Enfin, il y a des 6 partout dans cette histoire. Le sens que tu mets derrière 66 et 69 sont très, très différentes, hein. Oui, clairement. Est-ce que c'est le diable ou est-ce que c'est le love interest, en fait, de cette histoire? Tout est possible. Il va, du coup, à sa sortie d'hôpital, après l'enterrement, voir numéro 2, et numéro 2 a changé. Oui. C'est le oui, nouveau c'est vrai. numéro 2. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi on a changé de numéro 2? Moi, aucune idée, non. Et en plus, à ce moment-là, moi, je me suis surtout dit, ça ruine mes plans de l'appeler Palpatine. Parce que c'est plus le même type, donc on va se perdre un peu trop, quoi. Palpatine a des clones. Somehow, Palpatine returned. Donc tu peux le faire. Donc, Palpatine reste. Somehow, number 2 returned. On a dit ou pas que... Mais ça, c'est avant ou après le bail de l'électropasse? Où la dame, ça. la femme lui dit... C'est avant. Et Patrick leur fait « Arrêtez de trafiquer mon cerveau ». Et donc, j'avais raison. Il y a un putain de brainwash. Je savais que sur cet épisode, on serait déjà en train de se dire alors, c'est ça, non, c'est ça, non, c'est ça. C'est pas ça? Je sais pas. J'en sais rien. Moi, je pense pas. Moi, je l'ai pas vu comme ça, en tout cas. J'ai pas vu qu'il y avait un brainwash. Je pense que c'est plus une question de je n'ai rien, j'ai aucun problème, laissez-moi tranquille. Ouais. Je pense qu'il résiste purement. C'est ça, c'est plus de la résistance. Et quand il va voir le nouveau numéro 2 lui ressort exactement le même speech que l'ancien numéro 2, qui est de lui dire on veut savoir pourquoi vous avez démissionné. Et notamment, il y a ce petit échange que moi j'aime beaucoup. We have to find out where your sympathies lie. You know where they lie. Nous avons besoin de savoir où vos sympathies vont, et il répond vous savez où est-ce qu'elles sont. Et en fait, en anglais, il y a un petit jeu de mots puisque c'est we want to know where your sympathy lies, avec le mot mensonge, lie. Donc c'est où est-ce que c'est, mais aussi on veut savoir si vous mentez. C'est un petit peu ça la question. Et donc quand il lui répond vous savez très bien où elles sont, you know very well where they lie. Il y a encore cette question de le mensonge est assez présent dans cette conversation. Vous savez où est-ce qu'il y a des trous. C'est ça. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais quand on lui fait son analyse, il doit mettre à un moment donné un cylindre dans un trou, et il met spécifiquement le cylindre dans un trou carré en mode je suis anticonformiste, regardez. Et à ce moment-là, le trou se transforme en rond pour bien montrer que J'ai pas remarqué. Vous l'avez pas vu? Non, j'ai pas vu du tout. C'est quand il est face au mec qui a l'ordinateur en bois là. Oui. Il prend le cylindre, il le met dans le carré, et à ce moment-là, le carré se transforme en rond en mode mais en fait dans cet univers tout va se morpher pour correspondre à ce qu'on veut nous. Wow. Et il n'y a pas d'anticonformisme possible. J'étais en changement entre la 5 et la 8, donc j'ai pas vu. Je pense. T'avais que l'audio du cylindre et du carré. Donc il s'en va en mode il est toujours de nouveau pas content, et number 2 il demande il y a un gars qui lui demande qu'est-ce qu'on fait avec lui, et il répond il est pas coopératif et en état de choc visiblement, mais en vrai il est hyper important, donc on peut pas prendre de mesures extrêmes, à savoir le buter. Donc il est hyper important. Pourquoi? Question. Mais j'ai pas le droit de poser des questions parce que visiblement les questions sont des poids que tu mets aux autres, et les réponses sont des prisons pour soi-même. Oh, blam. C'est beau. Wow. Ce qui était marqué sur un panneau à un moment dans... Ah, je l'ai pas vu, tu vois. Je l'ai pas vu.
Alors C'est- que moi, j'ai c'est- noté quand la dame lui parle qu'il faut un électropass pour bypass les gardes. Le ballon. Le ballon, voilà. Le Pour bypass le ballon pour aller dans l'hélicoptère, pour s'enfuir. Moi, j'ai juste noté, contrairement à Agathe, LOL, Electropass Premium pour avoir de la bière illimitée à la buvette du festival. Parce qu'Electropass, festival d'été bien réputé, évidemment, à la baie de Saint-Michel. Bah, on revient à Saint-Michel, tu vois. On est bien sur le. Peut-être qu'ils ont même inspiré le nom de l'électropass qu'on utilise à la baie de Saint-Michel. Non, je vais trop loin. Je sais pas, je suis jamais allée à Mais tu sais que ça Saint-Michel. n'existe pas, ce festival. Ah, d'accord. C'est juste moi qui fais n'importe quoi. Je me suis dit, ça fait le nom de ce festival. Mais bon. Il y a deux informations qui sont lâchées, moi, que j'aime bien, que je veux mettre à la suite dans la discussion avec numéro 2. Enfin, ils veulent demander, mais pourquoi vous êtes parti? Et il répond. And I didn't walk out. I resigned. People change, exactly. Et il dit, je ne suis pas parti, j'ai démissionné. Très important, c'est une décision de ma part. C'est pas de la lâcheté, c'est pas machin. J'ai fait un choix politique. Il faut le dire d'ailleurs à Emmanuel Macron, qui Voilà. dernièrement, dans la loi, Exactement. a laissé tomber, c'est quoi déjà, l'abandon de poste. C'est-à-dire maintenant, l'abandon de poste est considéré comme un licenciement présumé. Alors que ce n'est pas le cas. Alors que ce n'est pas le cas. Exactement. Il y a une différence entre abandonner son poste et démissionner. Et ce qu'il dit aussi à ce moment-là, quand on lui donne enfin son numéro, qui est le numéro 6, avec un petit badge, il leur répond une phrase qui est très, très célèbre dans Le Prisonnier. Yours is number 6. I am not a number. I am a person. Je ne suis pas un numéro, je suis une personne. Et c'est ce qu'on retrouvera dans le générique après, plus tard, où il le dira très, très souvent. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Moi, ma Ok. théorie par rapport au fait que Number 2 a changé, c'est la même que dans Hunger Games. Parce que dans Hunger Games aussi, tu as aussi ce principe où ils font une micro-société. Et il y a aussi un poste de pilotage qui ressemble énormément au poste de oui. pilotage de Le Prisonnier. Et le réalisateur du Hunger Games... T'es pas réalisatrice aussi, Morgane, d'ailleurs, aussi? Pardon, Je crois excuse-moi. que j'ai fait quelques films. Le réalisateur de Hunger Games meurt, enfin genre il se fait buter à la fin du Hunger Games 1 parce que Ah oui, c'est vrai. le président n'est pas content de son travail en fait. Et donc ils vont changer de réalisateur dans la saison 2, pardon, dans l'épisode 2 de Hunger Games, en disant bah vas-y, tu vois l'impression qu'on va te mettre réalisateur, maintenant tu fais le job. Et à mon avis, c'est numéro 1 qui a buté numéro 2 et il a dit maintenant toi t'es numéro 2, tu vas faire le job. En gros, c'est ça à mon avis la théorie. T'as tout à fait deviné, Ok. c'est exactement ça. Ce qui instaure quelque chose d'assez cool dans la série, qui est que chaque épisode a un nouveau numéro 2. Yes. Ah ouais. Eh oui. Ok. Cette info me donne plein d'idées, d'accord. Oh. Très bien. Du coup, il essaye de s'échapper, ça ne marche absolument Avec l'hélico, pas. ça Avec marche l'hélico, il leur demande Parce que qu'ils ont l'hélico est contrôle. contrôlé à distance, c'est trop marrant. J'adore. Je sais pas, moi je trouve ça trop drôle. Moi j'imagine Elon Musk qui contrôle la flotte de Tesla. Voilà, achetez pas une Tesla. Je suis sûr qu'un jour Elon Musk va vous la mettre à l'envers. Oui. Il va falloir payer pour Tesla Blue, sinon il prend le contrôle de ta Tesla et il te crache. plante. Voilà. Voilà. C'est ça. Moi, c'était donc en fait, donc excusez-moi, j'ai eu une micro coupure, j'ai pas bien entendu ce que vous disiez, mais en fait, donc il prend l'hélicoptère et donc il s'envole et d'un coup, la Tesla reprend le contrôle. Oui, c'est En ça. gros, c'est ça que vous disiez. C'est ça. Oui. C'est ça, oui. Pour moi, c'est vraiment, il arrivait à un mur invisible et dans les jeux Alors, vidéo. en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Menika est dans le métro en train d'enregistrer cet épisode. Vite, Morgane joue à MP3 de métro. Là. Toum, toum, toum. Non, et ça, en fait, c'est- dans les jeux non. vidéo, notamment Désolé, quand tu es dans un Féronie, avion, pardon. quand tu contrôles un truc qui vole, quand tu fonces vers un mur invisible, automatiquement le jeu va te faire détourner le truc. Genre, le jeu prend le contrôle de ton avion, oui. Et on Et revient. tourne et en fait il dit non, reviens dans la ville. Et donc on est de nouveau dans un putain de AAA. Eh ben, écoute, j'ai un argument qui va étayer ta théorie, qui est que pendant ce temps-là, regarde une meuf qui, du coup, est censée être
plus ou moins la veuve du mec qui est censé être mort. Ça avait beaucoup de sensé, mais voilà, et qui du coup lui a donné le fameux électropass pour qu'il puisse ne pas se faire bouffer par le chewing-gum. Et à ce moment-là, elle regarde, elle est un peu assez émue par la situation. Et derrière elle, il y a un vieux mec qui joue aux échecs et qui lui dit est-ce que vous voulez jouer? Et elle dit je ne sais pas jouer. Elle dit vous inquiétez pas, je vais vous apprendre. Et la seule chose qu'il lui dit pour lui apprendre, c'est We're all pawns, my dear. on est tous des pions, ma chère. Tu joues malgré toi. Avec l'accent. We're all bones, my dear. Mais Léa pour lui dire que en fait, ce qu'elle vient de faire, c'est pas de l'insubordination. Elle ne l'a pas aidé à s'échapper. Elle fait partie du grand c'est jeu. pas ta faute. Il dans lui dit c'est lequel pas on ta est. faute. C'est Énorme, j'adore. Okay. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle se rend compte qu'en fait, il ne va pas s'échapper cette fois-ci. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avais compris comme elle dit non, j'ai pas envie de jouer, et lui répond bah si, regarde, tu es en train de jouer. C'est un peu ça aussi. Oui, Je suis assez d'accord. Mais que grosso modo, tous les gens dans ce village sont des pions et on le voit assez bien dans la façon dont ça se passe. Le propos, c'est que t'es en train de jouer au jeu, t'y peux rien, mais la conclusion, c'est tu n'y peux rien. C'est ça le truc. C'est ça. Et la dernière référence que j'avais, parce que j'ai quasiment réussi à citer toutes les références auxquelles me faisait penser cette série, c'est WandaVision, qui est aussi l'histoire d'une ville qui est brainwashée et où tu as un personnage principal Très bonne référence. dont la volonté devient la volonté de tous, malgré eux, et ils font des actions qu'ils n'ont pas envie de faire, ou ils ont l'impression de vouloir les faire, mais en fait, ils ne les font pas correctement, comme ils aimeraient eux, et qui est contrôlé par une puissance supérieure. Ça n'a rien à voir, du coup, mais... Je pense qu'il y a des thèmes qui se retrouvent, qu'il y a des inspirations. On tient quelque chose. L'épisode se termine, du coup, il n'a pas réussi à s'enfuir. On a ce plan incroyable de son visage qui zoome vers la caméra avec des barreaux de fer qui se ferment. Alors ça... On n'est plus dans le Giscard Punk. T'as pas besoin d'avoir un title drop quand tu vois ça. T'as pas besoin d'écrire le prisonnier quand tu vois genre ton personnage principal avec juste des barreaux devant. En fait, tu sais que ça s'appelle le prisonnier en fait. Et c'est assez malin. Disons que clairement, pour moi, je trouve que la subtilité est partie par la fenêtre de prison. Mais c'est ça le problème. À ce moment-là. Ou alors juste un meilleur PNJ, tu vois, genre un fichier un peu de meilleure qualité pour mettre sur sa tronche. Dommage. Et là, on arrive à ce générique de fin avec un symbole qu'on voit beaucoup dans le village, qui est un monocycle, une grosse bicyclette avec une très grosse roue. Et je ne sais absolument pas ce que c'est que le symbole qu'il y a derrière. Du coup, je voulais vous demander. Certains le portent même en tant que brassard ou sur les épaulettes et tout. Pourquoi un tel symbole ? C'est l'un des premiers vélos où il y a la roue avant, elle est énorme, et la roue arrière, elle est minuscule, et la selle, elle est sur la roue avant, en fait. Et c'était apparemment très difficile à conduire. Oui, j'imagine. Il y a des youtubeurs qui sont en mode ouais, j'ai testé le vélo du début du XXe siècle. Et c'est trop marrant de les voir se casser la gueule dessus. Et je n'avais pas remarqué que c'était un thème commun en fait à l'épisode, donc je ne sais pas te dire moi. Et j'ai vu des modèles de ce j'ai vu des modèles de ce vélo à Berlin, dans le Deutsches Technisches Museum, voilà. Donc c'est trop marrant. On revient à l'Allemagne. Oui, tout à fait, bien sûr. Avant de terminer sur un truc qui n'a rien à voir, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Eiffel? Parce que moi j'ai appris ça dans The Scrooge Mystery. Eiffel. Oui. A-F-O-L. Bah bien sûr. C'est génial. Adult fan of Lego. Est-ce que d'ailleurs, Dylan, est-ce que c'est pas une identité que tu as d'être Eiffel? Si, totalement. Est-ce qu'il y a un drapeau Eiffel? Ce serait génial. Non, c'est juste un truc de Lego. Ce serait cancel. Immédiatement. Ok, d'accord. Parce qu'on enregistre durant le mois des fiertés, donc. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre votre pépé en arc-en-ciel. Sophie. Comme certains podcasts. Oui, certains le font pour frimer, quoi. Néanmoins, sans se baser à nos avis purement subjectifs, on a la science pour nous aider, la science, et nous avons le système de notation Friends.
Friends pour fan réac, irrévérencieux, ennui, narration qui tient la route ou pas, drôle, sexisme. En termes de fan, à quel point on est fan du prisonnier après ce premier épisode? Moi, je suis plutôt Moi, fan. je suis très fan. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on lui donnerait le numéro 6 comme... Oh non, oui. mais tu attends, alors non, tu peux pas commencer à faire ça, Morgane, parce qu'on en a 4 à noter. Non, combien 6? On en a 6 à Oui, noter, six. on va pas donner 6 à chaque en fait. Non, hein, non, c'est pas possible, mais hein. de toute façon, réac, je pense que c'est moins réac. Enfin, j'imagine. Est-ce que c'est réac? Et il ne Bah passe pas le non, test de Bechdel, hein, cet épisode. Non. Ah, c'est vrai. Ouais. Ils sont tous blancs comme des Oui, c'est culs. vrai. C'est en fait c'est des gars qui se. Bref, on n'y est pas encore. Donc on est fan. Ok, 6. On est fan. Oui, Très on bien. est fan. Parfait, je note. Mais du coup, la question suivante, c'est est-ce qu'on est réac? Enfin, est-ce que c'est réac? Et moi, je suis pas réac, perso. Est-ce que la J'ai mis série ma est pépère réac? corcel. Non, la série, bah oui, du coup, il y a. Bah, ça- c'est blanc, ça- c'est la oui. Bretagne. Mais ça dénonce quand même un Giscard certain Punk. côté. Enfin, j'ai l'impression que toutes ces choses-là sont présentées comme étant la prison, comme étant quelque chose de. Bah, je sais pas, moi j'ai des yeux neufs sur le truc, je découvre la série. Non. Enfin, juste non, j'ai pas d'impression que pour l'instant, qu'il y ait une critique sur Oui, la sur- forme sur les personnages en soi. Je sais pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que la plupart du monde dans lequel il est a priori présenté comme quelque chose de méchant. Oui, de dystopique. Et que du coup, le côté réac m'a l'air d'être pas présenté sous un bon jour. C'est-à-dire, quand je dis réac, c'est est-ce que la Oui, il ne faut série... pas trouver des excuses à une série qui n'a pas essayé de chercher à faire Oui, ça. bien sûr. On va pas se mentir, ça fait pas partie de la dystopie, le fait que ce soit réac. Oui, je Ouais, vois ce moi, que tu veux dire. je pense que c'est vraiment une critique de la binarité de genre et Je t'adore. Bon, vous lui mettrez combien sur 6? À quel point Sur c'est réac? 6, 3. oui, ben il y a pas en fait le message, je pense qu'il est progressiste. C'est pas que je pense, il est clairement progressiste le message. Après, dans la réalisation, il y a rien qui pousse à lui donner une note supérieure à 3, mais rien qui pousse à lui mettre une note inférieure à 3 non Oui. plus. Je suis d'accord. Donc je donnerai 3 aussi. Tout à fait. À quel point c'est irrévérencieux? Le boule de chewing-gum quand même. Oui. En fait, j'arrive Oui. pas à savoir si à l'époque. Aujourd'hui, non. Ben, en fait, on baigne dans ce genre d'histoire-là, en fait. Donc, en fait, j'ai envie de lui mettre 0 en irrévérencieux en Mais 2023. Mais je pense du à coup, l'époque, c'est une si- révolution, tu devais lui mettre 6 à l'époque, en fait. Je suis assez d'accord avec toi. Mais oui, mais il y a tellement de trucs qui sont des révolutions à l'époque. Donc en fait, c'est peut-être le truc à la mode de faire des trucs. Je sais pas, je redis encore 2001 qui est sorti en 68. Puis c'est le bail un peu de l'époque d'être en mode. On envisage ce que c'est le futur et toutes les mauvaises tournures ou les bonnes tournures que ça peut prendre. Donc au contraire, c'est très classique. J'entends. Pour Je lui mettrais un 67, 3. 68. Je mettrais un 3 pour Oui, ok. Ouais, ça me la va. connexion entre le futur, enfin le présent et le passé. Est-ce qu'on s'est ennuyé? Non. C'est étonnant parce que le montage est fait de manière assez rapide, mais parfois, ça manque un petit peu de stakes et de réaction du personnage. Alors, c'est peut-être parce qu'il est autiste, mais comme il intériorise beaucoup, Oui, je suis d'accord. si jamais on n'est pas dedans, et moi, quand j'attendais mon bus tout à l'heure, j'étais pas dedans. Et surtout qu'on a regardé en même temps The Scrooge Mystery. C'est trop dur de switcher De entre suivre les les deux à deux. chaque fois. En fait, est-ce qu'on n'est pas en train de noter le Scrooge Mystery en même temps? On aurait dû faire ça, putain. Oui. Non, mais non. Une bien meilleure blague vient de disparaître sous nos yeux. Est-ce qu'on est fan? Bah oui, bien sûr. Du coup, ça manquait un peu de rythme, voilà, parfois. De réaction, de moment où il s'énerve. Il se met en colère qu'une seule fois dans cet épisode et j'aurais aimé le voir plus souvent comme ça. Donc je lui mettrais pas On s'est pas ennuyé, mais quand même on s'est un peu ennuyé quand même. Donc je lui mettrais Un petit 2. 1? Un 2? 2, allez. Allez, 2. Le rythme est pas évident à suivre pour un spectateur de 2023 quand même. Oui, c'est clair. Oui. Est-ce que la narration tient la route? Ça dépend. Est-ce qu'on parle de... Est-ce que c'est cohérent dans l'œuvre? Ou est-ce que d'un point de vue extérieur, tu comprends ce qui se passe? Est-ce qu'on comprend rien de ce qui se passe en fait?
Bah, est-ce que, en fait, la narration, c'est la façon de raconter l'histoire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des mystères qui sont inhérents à la narration. Donc, tu sais pas pourquoi il est là ou pourquoi il est démissionné, etc., etc. Mais il y a des À aucun questions. moment, je suis perdu, du coup. C'est ça la question. C'est est-ce que, Ouais. tu vois, Sense8, par exemple, la narration ne tient pas la route Là, dans le j'étais sens perdu. où tu sais pas du tout ce qui se passe. Là, j'étais perdu. Je trouve qu'on est sur une narration assez classique, même très moderne pour l'époque avec le montage, C'est vrai, etc. c'est vrai. Il n'y a pas de trucs qui m'ont fait me dire, à part moi, le chewing-gum géant, il y a un côté un peu. Vous auriez pas pu trouver un truc un peu plus menaçant, mais. Oui, mais Giscard Punk. C'est typical, un méchant Giscard Punk, ça. Oui. Est-ce qu'on mettrait peut-être un petit 5 sur la narration qui tient la route? D'accord. Allez, va pour 5. Est-ce que c'était drôle? Bah non. 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 Si cette série ne cherche pas une émotion, c'est bien l'humour. Oui. Donc on va lui mettre 0. Et au niveau du sexisme? Eh ben. Bah, les ours sont neuneux. Ouais. 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 Les ours sont très neuneux. Je lui mettrais un bon. Attends, un j'ai bon dit 5, les, hein. mais il n'y en a qu'une, non? Non, il y en a Il y en a deux. Il y a la maid et il y a la maid et il y a l'autre. la copine de l'autre. Et d'ailleurs, on voit Cobb en vie à la fin et il dit à numéro 2 ne soyez pas trop dur avec elle, elle a beaucoup pleuré à mon enterrement. Qui est je trouve assez beau cette idée de, en fait, ils l'ont utilisé pour essayer de soutirer les informations encore aux prisonniers, ça n'a pas marché, elle va se faire punir, mais essayez de ne pas la buter, quoi, s'il vous plaît. Mais oui, elles sont traitées comme des objets. Eh ben, va pour 6 alors. Non, mais non, quand même, je mettrais pas 6 parce que. Non, je mettrais pas 6. Mais je mettrais 5. Mais Ouais. il n'y a pas de sexisme volontaire, mais c'est beaucoup d'involontaire. C'est beaucoup de ce qu'il n'y a pas, en fait, je trouve, qui justifie cette note. Eh bien, on est exactement comme pour le pilote de Kaamelott. On est sur un 24 sur 36. Waouh. Incroyable. Je pense que ça prouve que cette notation a du sens. Parce que ce sont deux Parce que des épisodes patterns émergent. Voilà, qui se... Des graphes et tout à la fin. Oui, Si vous avez aimé Kaamelott, vous aimerez Le Prisonnier. C'est obligé. C'est les mêmes. C'est mêmes. C'est sûr. Mais peut-être à la fin On a tout vu, on pourra pondre un algorithme pour recommander plein de trucs à des gens. Ça serait génial. Moi, j'adorais ce genre de choses. Bon, puisqu'on est à la fin de Scrooge Mystery. Il nous manque encore. On n'est pas à la fin, c'est vrai, pardon. Non, il nous reste encore quelques petites choses. Allez, je refais après. Du coup, il y a notre petit segment pour se demander qu'est-ce qui nous attend au prochain épisode. Parce que pour une fois, vous n'avez pas vu le dernier épisode du Prisonnier. Je vous ai laissé complètement la surprise. Parce que le prochain épisode, on va l'enregistrer toutes les trois dans la même pièce. Et je me dis, ce sera encore plus génial de parler du dernier épisode du Prisonnier. Du coup, voici venu le temps de l'œil de Raven. You know. Du coup, comment va se terminer la série Le Prisonnier? Il va se déprisonnifier, à mon avis. Mais du coup, moi je penchais à la fois entre Truman Show, du coup, parce que jusqu'au bout, je suis resté quand même sur l'idée que ça me fait beaucoup penser au Truman Show. Donc, à la fois en mode Truman Show, où chaque épisode, parce que je me suis aussi demandé, c'est peut-être toi qui me l'as demandé, mais d'imaginer à quoi chaque épisode va ressembler dans la série. Pour moi, chaque épisode, ça va être une tentative d'évasion. Et du coup, c'est le Truman Show en boucle. C'est-à-dire que, mais avec des twists, et à chaque tentative d'évasion, on découvre des trucs en plus sur tous les mystères qui ont été mis en place, et avec peut-être même encore d'autres mystères qui vont être mis en place. Et voilà, c'est tout. Et à la fin, du coup, au dernier épisode, eh bien, on aura enfin une évasion qui fonctionne parce que, avec toutes ces tentatives précédentes, il a accumulé assez de knowledge et assez de connaissances sur le monde qui l'entoure et sur les failles du monde qui l'entoure. Est-ce que tu veux dire que c'est un roguelike? Oui. J'adore. Le jeu vidéo jusqu'au bout. Oui, j'aurais peut-être pu dire ça. Tout à fait. Et à la fin, tu bats le boss final parce que tu as compris tout ce qui se passait. C'est ça. Il va battre la boule blanche. Est-ce qu'il va exploser? Est-ce qu'il va venir? En fait, il va comprendre que c'est une boule. Et parce que c'est pas un chewing-gum, c'est juste une boule avec de l'hélium à l'intérieur. Il va arriver avec une aiguille. Et c'est la fin de la série. En fait. Ce serait génial. Peut-être qu'il va découvrir qu'il n'y en a pas qu'une seule. Il y a une usine à chewing-gum blanc géant.
et il va y aller, il va saboter ça, comme ça il n'y a plus de chewing-gum blanc géant. Ils peuvent plus en refaire. Ma véritable théorie, c'est que si c'est effectivement, comme tu le proposes, Morgane, une métaphore de la société et que c'est juste qu'il n'est pas conforme à la société et qu'il peut rien y faire, il y a seulement 2 solutions possibles. Soit il trouve des pères, une nouvelle famille, comme dans Fahrenheit 451, soit il met fin à ses jours. Et on retombe sur la fin de Kaamelott où il va décider que la seule façon de sortir de cette oppression, c'est se tuer. Waouh. Joyeux. Ouais, Super, ça. On a hâte du final. ça nous a manqué, c'était pas là durant tout l'épisode. Alors, c'était où ça? J'ai hâte qu'on soit dans un studio pour parler du suicide du personnage principal. Ou alors, Patrick va transitionner. On ne sait jamais. Ou faire les deux. Peut-être qu'il fera les deux. Morgane, si tu transitionnes vraiment, je te ferai un cadeau, je sais pas quoi, mais je te trouve un truc, je t'amène un truc. Ce serait incroyable. Moi, j'avais une question. À votre avis, qui est le ou la numéro 1? J'avoue, je ne suis pas penché sur la question. Et en même temps, tu vois, le pilote m'a pas donné envie de savoir. Parce que je me suis dit, c'est un peu dommage que... parce que si c'est assez, ça va se savoir peut-être dans le final lui-même. En fait, en tout cas, j'espère que si ça se sait, ça sera dans le final lui-même. Et si c'est dans le final lui-même, c'est pas un big deal. C'est mon espoir. Okay. J'ai l'impression que ça va pas être le cas. Mais j'espère que c'est pas un big deal mais c'est peut-être parce que je suis une meuf en 2023 et que j'ai un peu trop vu le trope de il y a un grand méchant qui voit tout, un Palpatine qui revient dans tous les 9 films et qui finalement tire toutes les ficelles. J'ai un peu envie que ce soit autre chose, et parce que aussi j'aimerais bien voir une autre représentation du déterminisme que un grand méchant qui pilote tout. Voilà. Non, très bien. Et je te propose donc une version où ce n'est pas le grand méchant qui pilote tout, mais si jamais on est toujours dans cette métaphore de la société, peut-être que lorsque Number 2 en hélicoptère montre à Patrick ce bâtiment dans lequel les choses sont prises collégialement, visiblement pour le village, peut-être qu'en fait, Number 1, c'est ce bâtiment, et c'est en fait démocratiquement les gens du village qui, comme dans un grand jeu du loup-garou, s'oppriment en fait eux-mêmes. Parce que j'adore cette idée. J'aime beaucoup l'idée aussi. Ça veut dire que c'est pas ça. Je suis déçu. Mais oui, du coup, c'est chiant. Morgane, arrête de parler. Alors, moi, je ne dirais qu'une chose, c'est que Agathe est la plus proche. Ah, d'accord. Mais c'est trop bien, alors, trop bien. Okay. Voilà, pour le coup, pour moi, c'est collectif. Et sinon, l'autre proche, c'est si jamais on est dans un film. Mais honnêtement, si c'est une émission de télé, vraiment... le Truman Show, et c'est un copier-coller, c'est pas possible que ce soit une émission de télé. Mais si c'est une émission de télé, numéro 1, c'est les audiences. Et parce qu'en fait, ça serait aussi un jeu de mots avec le fait qu'ils veulent être numéro 1 dans les audiences. Et donc ça serait, genre, ils ont inventé Secret Story. Grosso modo. Toutes les semaines, il y a un prime, ils éliminent des gens et tout, c'est incroyable. Avec Benjamin Castaldi. Cette idée de numéro 1 dans les audiences fait que j'apprécie bien cette théorie-là aussi. On va voir. Mais à mon avis, voilà, c'est collectif, mais il faut voir quelle approche ils ont pris, et c'est quoi l'oppression, quelle est la métaphore de l'oppression, etc. Oui. Bah écoutez, on le saura la semaine prochaine avec notre premier épisode enregistré toutes les 3 dans la même pièce. J'ai très hâte. Ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. Ça va être incroyable. On va parler pendant 5 heures du final du prisonnier, à essayer de comprendre. On va pouvoir se lancer des objets dessus quand on n'est pas d'accord. Ça va être génial. Et écoutez, merci pour cet épisode qui était entièrement sur The Scrooge Mystery, un film que vous pouvez retrouver sur Apple TV et Prime Video. Et oui. Ah oui, je voulais dire un truc sur The Scrooge Mystery avant de terminer, s'il vous plaît. J'ai le doigt sur le générique. Quand Don... Non, mais c'est émouvant ce que je veux dire, c'est... Voilà, c'est sérieux. Ouais. Quand il y a Don, à la fin, Don Rosa, à la fin du... Parce que j'appelle Don. À la fin du film, il montre sa collection de BD.
d'écouter l'épisode numéro 11 de On a tout vu, une coproduction Drama Queers et What a Coinciding Production présentée par Agathe Mamet, Morgan Jekyll et Liliane Dorfer qui est en train de bouder. On remercie vivement Arnold Savary pour la musique du podcast et le mix sonore, ainsi que Pauline Martinez pour la photo du podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour savoir qui est le numéro 1, même si on sait que c'est nous le numéro 1 dans votre cœur. Oh. Et d'ailleurs, on voulait remercier aussi nos deux stars, Clara Soey et Mira Adastra, qui nous soutiennent sur Patreon, patreon.com/onatoutvu si vous avez envie de les rejoindre. Be seeing you. Et rejoignez-nous sur Discord. Non, moi je boude.